petit. Vas-y, fais un clap. Moi? Ouais. Sérieux? Tu vas péter le micro. Bienvenue sur ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon premier invité, ma première invitée. Et je la remercie déjà du fond du cœur de s'être déplacée jusqu'à chez moi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir partager une conversation avec Cassandre. Et ben, merci de m'accueillir. Ravie d'être la première invitée officielle de ce podcast. Et c'est parti. Bah écoute, merci déjà de ta présence, mais surtout merci de ta confiance. Avec plaisir. Merci de ta confiance parce que c'est un projet, quand je t'en ai parlé, t'as direct dit oui. Genre, tu t'es même pas posé de questions. Après, évidemment, on a un passif où le peu de fois qu'on s'est croisés, qu'on s'est vus et tout, on a parlé pendant beaucoup trop longtemps. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut absolument que je l'invite sur le podcast parce qu'on parle de tout, de rien et c'est juste hyper intéressant. Pour débuter ce podcast, c'est quelque chose que je vais mettre en place. J'ai décidé d'interagir un peu avec les trends. Ok. Et du coup, j'ai décidé de demander à l'IA, donc à l'intelligence artificielle, de te décrire en une phrase. Oh putain. Donc je vais te la dire. Ok. Et tu vas me dire déjà dans un premier temps si ça concorde avec qui tu es, tu vois. On va voir. Et si après, du coup, tu peux rajouter quelques éléments de présentation, mais à ta sauce, tu vois. Ok. Alors, Claire. prête ? C'est parti. Cassandre, alias Broadcast, Oh, ça y est. est une chef de projet freelance en événementiel sportif et créatrice de contenu qui œuvre à rendre les événements sportifs plus vivants, inclusifs et visibles. Non, en vrai, bien joué, chat. Non, franchement, c'est ça. Hein. Faut pas citer de marque. Bien joué, bien joué. Bien joué, Léa, alors. Non, Ouais. en vrai, c'est ça, grosso modo. J'accompagne des organisateurs d'événements et des marques dans leur stratégie marketing et événementielle de manière inclusive et ouverte à tous. Donc, c'est ça. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Je suis à mon compte depuis 2022. Ok. Et la création de contenu, j'ai commencé un peu à la même période, hein, en réalité. J'essaye de réfléchir à ça ce matin, mais ça fait beaucoup trop longtemps, je pense. Bah, de toute façon, tu vas nous en reparler parce Ouais. que j'ai des petites questions pour toi. Ok. Dans un second temps, j'ai envie de savoir, parce que moi, je suis quelqu'un qui roule beaucoup avec des mantras, avec des citations, Ok. même si ça peut paraître un peu cringe, comme on Mm. dit. Mais des fois, je trouve qu'une simple phrase, tu vois, de simples mots, peuvent avoir tellement un impact dans ton état d'esprit et dans ta mentalité que je me demandais si toi, t'en avais un ou plusieurs. Ou... De mantra en particulier? Ouais, qui résume un peu et qui te motive un peu au quotidien. Ouais, j'en ai un, mais là, bien sûr, il va m'échapper. Ah ouais, après, moi, c'est un peu orienté spirituel, religieux, etc. Ouais, carrément. Et en gros, c'est un psaume qui dit « Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ?» Et du coup, à chaque fois, genre, limite, je suis à deux doigts de me le faire tatouer. En fait, je me dis, à chaque fois que je suis face à des difficultés, j'ai une bonne capacité, sans prétention, à rebondir, à montrer un peu résiliente parce que je sais qu'en fait, c'est pas une fin en soi. Genre, je vais passer par cette étape-là et ça va être un moyen de rebondir pour avoir une meilleure opportunité plus tard. Donc, moi, je le vois un peu comme ça. Et je pense que la partie spirituelle, elle rentre beaucoup en compte dans cet état d'esprit, quoi. Ouais, bah, je comprends carrément. Et en fait, je pense que si tu l'associes à quelqu'un qui est peut-être pas religieux, c'est plutôt... comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ? T'as tellement toutes les forces qui sont en toi. On va dire que t'as une certaine confiance en toi, mais surtout en tes valeurs, en ton projet, en tes capacités, qu'en fait, il y a un peu rien qui peut t'atteindre. Toi, en l'occurrence, bah, si Dieu il est derrière toi, il y a personne qui peut t'atteindre. Donc, Je pense que c'est même au-delà des compétences, c'est se Ok. dire, en fait, il y a une force extérieure ou c'est le destin peut-être. Je sais qu'il y a un cheminement qui fait que si je passe par ces moments-là, ok, j'ai les compétences pour me sortir des pétrins, etc. Mais je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend après. Et du coup, que ce soit religieux, qu'on croit au destin, qu'on croit à l'homme, je pense que si on croit en quelque chose, ça nous donne un coup de boost qui est totalement différent. Et moi, ça a transformé un peu le développement de ma carrière, une fois que j'ai compris ça. c'est ouf que tu dises ça parce que moi, c'est exactement ce que je dis et c'est exactement dans un tournant de ma vie où j'ai commencé à penser comme ça parce que, en gros, pour la faire courte, mais quand j'étais en études, j'étais en M1, non, j'étais en M2, j'étais genre à 6 mois de valider mon M2 et de finir mon master et d'être tranquille. Et en fait, j'ai tout arrêté. Ok. Parce qu'en fait, j'ai eu une espèce d'illumination. Je me suis dit, mais en fait, je veux pas être dans ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, Ok. je peux travailler dans le sport, tu vois. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à me dire, s'il y a un gros obstacle ou quelque chose de hyper difficile ou négatif, on va le passer, on va apprendre, mais on sait qu'il y a quelque chose de bien derrière ou une nouvelle opportunité ou un nouveau truc, tu vois. Non, c'est vrai. Et je trouve que ça aide, même quand c'est un peu compliqué,
Je trouve que ça aide quand même dans l'état d'esprit, même si évidemment on n'est pas là pour faire du développement personnel. Mais je pense que ça fait quand même partie intégrante de l'évolution. Genre, Ouais. si on veut vraiment level up et arriver à des sommets, je pense qu'il faut croire en quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Croire en nous en premier, Ouais. déjà, pour commencer. Mais je Ouais, pense qu'il ouais. faut croire en quelque chose. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et bah écoute, on va passer à une partie un peu plus journalistique. Ok, c'est parti. Parce qu'en fait, faut savoir qu'avec Cassandre, on s'est vu quoi, deux fois en vrai. Ouais, je pense, ouais, vraiment. Je sais même plus comment on a commencé à discuter. Je pense qu'on avait une relation en commun. Ah, c'est peut-être ça. Et du coup, ben, on a commencé, je crois, à chatter sur les réseaux. Oui, c'est Et après, vrai. je t'ai envoyé un SMS ou un truc comme ça pour une interview qui n'est Oui. jamais sortie au Oui, final. c'est vrai, oui, j'ai complètement oublié. En espérant que cet épisode sortira. S'il vous plaît. Et après, ouais, on a grave bien accroché et du coup, je pense qu'on est rentré Ouais, en contact. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Cassandre, c'était la première personne, et quasiment une des seules personnes, qui m'avait demandé de faire une interview. J'étais tellement stressée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle recherche dans mon profil ? Et en fait, de fil en aiguille, voilà, on a continué à parler sur les réseaux. Moi, j'ai continué à la suivre, elle a continué à me suivre. On se parlait pas énormément, mais par contre, on se suivait en termes de projets. Ouais, Et récemment, on a catch-up, on s'est revus. ouais. On a parlé je ne sais combien d'heures. Franchement, Je pense qu'on aurait pu... on a rentabilisé le café. Je te jure, vraiment, vraiment, désolé au coffee shop, mais on a vraiment pris un café, enfin un latte chacune et pour 4 heures. Ouais, je pense vraiment. Et non, et c'était super intéressant. En vrai, on aurait pu rester toute la journée, mais c'est juste que bon, la vie professionnelle fait que. Exactement. Mais c'était trop intéressant. Mais je sais qu'on a quand même énormément parlé de travail, tu vois, de job, enfin de parcours, mais on n'a pas vraiment parlé de qui on était nous, Ouais, non, tu c'est vois, vrai. en tant que personne. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans ce podcast, c'est en plus des trucs incroyables que tu fais, comment t'en es arrivé là, tu vois, c'est quoi ton parcours. Du coup, bah moi, je voulais savoir ce que tu souhaites partager avec nous, évidemment. Un peu, d'où tu viens, parler un peu de tes études, et tes ambitions à cet âge-là, quoi. Ok. En vrai, là, on est là pour sortir de la zone de confort, donc... Moi c'est ce que je souhaite, et j'ai envie que tu te sentes assez à l'aise pour pouvoir sortir de cette zone de confort. Non, Claire, déjà, merci de me donner l'opportunité de le faire. C'est vrai que moi, sur mes réseaux, je parle beaucoup de ma carrière, mais pas forcément de l'écosystème autour et de comment j'ai pu... En tout cas, personnellement, qu'est-ce qui m'a permis d'en arriver là. Mais en vrai, je ne saurais même pas par où commencer. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis en freelance, du coup, sur la coordination d'événements sportifs. J'en ai fait pas mal, plutôt des événements internationaux du type Roland-Garros, 24 heures du Mans, NBA Paris Games. Mais je pense que ce qui compte, c'est pas vraiment les événements en eux-mêmes, c'est plus le parcours pour en arriver là. En vrai, je sais... Est-ce que tu peux... je vais essayer de te guider. Ok. Parce que c'est un nouvel exercice pour moi aussi, faut savoir. C'est le premier, tranquille. Voilà, c'est le premier, tranquille. Mais déjà, c'est quoi ton parcours d'études ? Ok. Moi, déjà, sur le plan scolaire, j'ai fait du coup un bac littéraire. À l'époque, il y avait encore, tu sais, des Oh, oui, catégories. LES, tout ça. Vraiment. J'avais des appétences pour les langues, donc j'ai enchaîné avec une licence en LEA, donc langue étrangère appliquée. Ouais, ça remonte un peu, donc anglais, espagnol. J'avais pris une option média et communication. Okay. Et du coup, j'ai enchaîné direct avec un master en communication. Ok, t'as fait ça en Ile-de-France ? Ouais, j'ai fait ça à Paris et à Nanterre. Okay. En vrai, ça s'est bien passé. J'ai fait LEA en réalité parce que j'ai pris ça par défaut parce que genre mon choix n'avait pas été validé. J'avais pris à la base BTS Com. Je me suis retrouvée en LEA mais tranquille, j'ai accepté. Je te rassure, moi aussi j'ai fait LEA un peu pas par dépit, parce qu'en vrai j'ai bien aimé, tu vois, ça correspondait à mon profil, mais c'est en mode je savais pas ce que je voulais faire après le bac. Okay, je savais pas qu'on pouvait travailler dans le sport. Pour moi c'était parce qu'on était hyper mal orientés, faut dire la vérité. Non, c'est une vérité. Exactement. Et tu connais, j'ai pas pu percer dans le foot et tout. Ligament croisé, c'est ça? Non, pas ligament, juste pas le niveau. Okay. Moi je suis honnête avec les gens, tu vois, moi j'ai juste pas le niveau. Ok. J'ai commencé trop tard. Mais ouais, non, et en fait je me suis dit j'adore les langues, j'adore le sport, j'ai pas envie de faire STAPS, parce que nous à l'époque on nous disait STAPS c'est pour être prof de sport. Tu sais, ce truc un peu arrogant. Ouais. En tout cas de là, moi où j'ai été scolarisée, ce truc de déjà quand tu faisais pas S, on te regardait un peu bizarrement. Ouais, non, tu faisais ES, bon vas-y, à la limite tu parles d'économie, donc ils sont contents. Mais par contre si tu faisais L... Nous, c'était la filière art plastique, ouais, c'est ça. comme ça. C'est genre en mode les gens qui fument, qui se droguent. Exactement. Hyper cliché, alors que pourtant on est jeunes. Genre, c'est pas un truc qui date d'il y a 40 ans, tu vois. Genre. Mais c'est vrai que, ouais, il y avait ce truc-là. Mais du coup, pareil, j'ai fait LEA, mais du coup, appliqué au commerce international. Ok. Ça veut tout et rien dire. Vraiment, okay. tu prends la ES. Et moi, du coup, là où j'étais, j'ai trouvé ça plus simple que ma terminale de ES, tu vois. Okay. Donc j'ai juste pris la ES et je l'ai fait en plus simple, quoi. Mais okay. ouais.
Et du coup, t'as fait ça pendant 3 ans, t'as fait la licence? Ouais, j'ai fait la licence. Le master, j'ai pas voulu rester. Ok. J'ai essayé de esquiver parce que je crois qu'il y avait un gros mémoire à faire en M1. Moi, les trucs comme ça, genre, vraiment, moi, je suis une meuf du terrain. Donc, l'école, c'était pas trop mon dada. Ça, tu le savais dès le début, genre? Que ce que tu voulais, c'était le terrain? Enfin, je savais même pas que je voulais travailler dans l'événementiel sportif, mais je savais Ouais. que je voulais, en tout cas, être dans un secteur un peu événementiel pub, mais vraiment sur le terrain. Un truc où tu bouges. Et Pas un t'as- truc où tu restes un peu Ouais. derrière Toi, un le bureau. bureau, c'est mort. C'est compliqué. Mais du coup, est-ce que t'avais pensé à l'alternance à ce moment-là ou pas? Ouais, parce que moi, dans ma vie privée, en gros, je suis beaucoup entourée par mes cousins et mes cousines, et ils ont tous fait de l'alternance. Ils sont plus âgés que moi que de 4 5 ans. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un peu des modèles de quelque chose qui, à l'époque, moi, à mon époque, parce que je fais l'ancienne, mais j'ai quand même bientôt 30 ans, à mon Tu époque, les fais pas, l'alternance, tu les fais pas. Je peux te Merci. saucer, mais tu les fais pas. À mon époque, l'alternance, c'était pas encore démocratisé, il y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Et on parlait pas encore de l'importance de se professionnaliser avec son secteur, etc. Et du coup, mais moi, en fait, quand je l'ai fait, il y avait personne, donc c'était, entre guillemets, facile de trouver une alternance à l'époque. Ouais, ouais. Et du coup, je trouve que c'était une super opportunité pour découvrir un peu le secteur, même s'acclimater avec le métier. Et moi, c'est comme ça que j'ai su qu'au final, la com, ça me convenait pas trop, quoi. Ah ouais. Mais tu vois, c'est fou parce que pour toi, ça paraissait évident. Parce que t'avais des personnes aussi qui en avaient fait dans le passé, donc tu connaissais un peu Ouais, l'impact et vraiment le plus de pouvoir faire de l'alternance. Bah moi, tu vois, mon frère, il a fait de l'alternance. ok. Donc il a 50 plus que moi, il a fait de l'alternance pendant 2 3 ans. Mais moi, j'avais une vision, mais je pense que ça remet en cause aussi ma vision de la vie à ce moment-là, tu vois. C'est que, en fait, j'accordais pas mal d'importance au fait que la vie a des cycles. Et moi, dans ma tête, c'était, tu vas à l'école, genre de tes 3 mois là, à tes 18 ans, après tu vas à la fac ou peu importe, tu finis tes études et après tu vas sur le terrain. Ok. Tu vois, j'avais. Et je cherche encore pourquoi j'avais cette mentalité-là. Peut-être parce qu'en fait, ce que je faisais à l'école ou à la fac, ça me plaisait pas, tu vois. Du coup, je me disais, bah, une fois que c'est fait, bah, au moins, comme ça, après, je peux m'appuyer sur ce que j'aime. Et je le compare beaucoup, tu vois, quand t'es petit, que t'aimes pas les légumes, tu manges les légumes avant. Ouais, Comme ça, après, ouais. tu peux profiter de ce que t'aimes après. Exactement, tu finis par le meilleur, genre. Exact, ben c'est ça. Mais je pense que c'est un peu des dictats de la société de se dire, en fait, on est conditionné un peu sur le fait qu'il faut suivre un certain cheminement. Et du coup, ça rentre un peu dans notre tête sans vraiment réfléchir de manière plus profonde, tu vois, je pense. Ouais, non, mais c'est fou parce que, ouais, je pense que c'est ça. Après, tu vois, je te dis ça alors que du coup, bah, comme je te disais, mon M1, je l'ai quitté pour au final commencer une formation initiale que j'ai finalement arrêtée. Pour commencer une formation en alternance, j'ai fait 2 ans d'alternance et c'était les 2 années les plus intéressantes de ma vie. Ok. Et c'est ça qui est fou. Et moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais quelqu'un du terrain aussi. Et que, en fait, trop après, bien. pour retourner à l'école, après les 2 3 semaines Ouais, de cardio. taf, moi, je pouvais pas. Moi, psychologiquement, en fait, j'étais arrivée à un stade où j'arrive plus à être assise. Parce que, en plus, toi, tu dois connaître ça, parce que vu que t'es dans l'événementiel, tu bouges partout, mais tu vas Ouais. nous en reparler. Tu bouges partout. Et moi, à la com, je faisais un peu tout. Donc, en fait, t'es tout le temps, tu vois. Stimulé. Exactement. Et le fait de devoir t'asseoir pendant 8 heures, écouter une personne qui te parle, limite, tu remets en question quelques trucs, ils te disent non, tais-toi et écoute. C'était galère, hein. En vrai, je pense qu'il y a des trucs qui sont importants d'assimiler à l'école, tu vois, genre tout ce qui est logiciel et tout, surtout dans la com. Mais en effet, En fait, je pense que c'est une question de personnalité. Je pense qu'on a des personnalités, on est très dynamique. Ouais, je suis Du coup, d'accord. c'est hyper dur de se dire, encore plus comme toi, avec ton parcours comme le tien, où tu as fait du terrain, de se dire, en fait, moi, j'ai envie d'apprendre, parce que j'apprends beaucoup plus quand je suis sur place qu'à l'école. Et en fait, ça doit être frustrant d'avoir ce décalage un peu. Ouais. Donc, Ah bah, totalement. je comprends. Moi, j'avais pas trop ce truc-là, parce que moi, j'ai découvert l'événementiel et le terrain après mes études. Donc, en fait, quand j'y allais, c'était un peu ma bouffée d'air frais, parce que moi, mon alternance, j'ai kiffé pas trop. Donc, du coup, quand j'allais à l'école, j'étais là en mode trop bien, on fait des vrais trucs avec des cas pratiques, avec des vrais intervenants un peu en place, tu vois. T'as Et fait, j'apprenais vraiment, quoi. t'as fait une alternance dans quoi? Si on a le droit de La dire le première domaine. année, j'ai fait en agence de com. Ok. C'était un peu dans l'immobilier tertiaire. Donc tout ce qui est dépliant, support de com, mais type. T'as telle marque qui veut acheter un immeuble, et ben en fait, les affichages, on s'en occupe, tu vois, les dépliants. Ok, les ok, trucs, ah oui, très corpo, quoi. Ouais, voilà. Et Ouais. la deuxième année, j'ai changé. J'étais en agence, j'ai voulu voir l'annonceur. Et du coup, là, c'était plus marketing. Donc je suis partie en Allemagne, à Munich, dans les bureaux de Salesforce. C'était tout ce qui était CRM. Donc du coup, les salons, les conventions, les séminaires, B2B, et en plus, dans la robotique. Donc rien à voir avec le sport. Du coup, j'avoue, quand j'allais en cours, pour moi, c'était trop bien. Je kiffais, tu vois. Ça me sortait de tout ça, là. Mais c'est trop bien parce que du coup, on a vraiment pas la même. Enfin, on n'a pas eu le même type de parcours. Ouais. Alors que, comme tu disais, on a peut-être le même type de personnalité, pardon, du moins bah, quand il s'agit du taf, quoi. Mais c'est Ouais. comme les études, je trouve que il y a plein de gens, à chaque fois, moi, je reçois plein de messages de c'est quoi les études types. Et en fait, là, ça illustre bien le fait qu'il n'y a pas d'études types. Tu peux faire ce que tu veux
pour arriver à rejoindre l'événementiel sportif. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire pour gravir les échelons, mais je pense qu'en fait, on peut ne pas faire d'études dans le sport comme moi j'ai fait, on peut faire des études dans le sport, les arrêter et faire autre chose et comme tu as pu le faire. Donc en vrai, y a pas un seul chemin. Et je pense que les gens, enfin les étudiants sont un peu conditionnés un peu comme ça de, il y a un seul chemin qui permet d'avoir, tu vois, ce taf-là. Bah, en vrai, c'est un peu ce qu'on t'inculque, hein. Aujourd'hui, moi, j'avoue, je connais pas trop. Tu vas nous en parler parce que toi, tu fais des interventions à l'école. Mais c'était clairement ça. C'était, bah, en gros, tu veux aller dans telle école. Surtout au lycée, je me rappelle. Tu vas aller dans telle école, tu fais telle filière et tu vas y aller tout droit, tu vois. Et c'était que des trucs comme ça. C'est tu veux faire tel métier, tu dois faire ça, tu dois faire tel. Et en fait, quand t'arrives dans le monde du travail, tu te rends compte qu'en fait, déjà, il y a plein d'échelons à gravir, comme tu disais. Mais il y a aussi plein de métiers différents que tu ne connais pas. Moi, quand je suis arrivée dans le sport, j'ai vu tous les métiers, ne serait-ce qu'à la com, parce qu'on dit la com, la com, la com. Moi, on m'avait toujours dit la com, c'est boucher, donc j'ai jamais calculé la com. Ouais. Le marketing, c'est boucher, jamais calculé le marketing. Parce que pour moi, c'était des termes qu'il y avait dans les vidéos YouTube. Et en fait, quand je suis arrivée dans le métier, je me suis rendu compte, tu vois, c'est juste une aparté, mais tu t'arrives dans un service communication, t'as de la presse, t'as de la création de contenu, t'as du design, t'as plein de trucs différents, tu vois. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, à chaque fois, quand tu parles d'un métier, on veut te caser dans un truc. Et je pense que la vraie problématique, elle est là. Et d'ailleurs, on va en discuter parce que c'est exactement la très bonne transition. Parce que tu parlais justement du fait que bah, t'as quand même charbonné pour arriver là où t'es aujourd'hui. Et c'est important de le souligner parce que moi, je te félicite et j'ai envie de valoriser ce que tu fais et les missions que tu réalises. Mais moi, ce que j'ai envie de souligner particulièrement, c'est en fait ta ténacité et les échelons et les obstacles par lesquels t'es passé pour arriver là où t'es. Pour montrer que, évidemment, comme tu dis, c'est pas tu claques des doigts et t'arrives là où t'es, tu fais tes TikTok, ouais, je taffe pour Nike, je taffe pour un tel, etc. Non, c'est pas comme ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les jobs que t'as fait avant justement d'arriver à ce point ? Ouais, et en réalité, il y a des jobs que je continue à faire encore maintenant parce que je pense que quand on est à son compte, les gens pensent que ça y est, tu vis de ton activité à 100%. Il y a des périodes creuses. Tu vois, il y a des périodes où il n'y a pas il y a pas de gros événements majeurs. Mais pour revenir un peu sur la question que tu m'as posée, moi, pour en arriver là, à la base, du coup, j'avais fait une filière licence en langue, master en com. Du coup, dès que je finis mes études, je pars très vite sur un taf en com et je suis responsable de contenu. Enfin, je commence par travailler dans un golf, ça se passe pas très bien, et à ce moment-là, je suis plus commercial événementiel. Donc, j'ai pas trop le côté sportif, j'ai plus le côté vente d'espace privatif pour faire des mariages, des trucs comme ça dans les golfs, parce que dans le 7-8, il y a beaucoup d'espace. Chez nous, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace VR, voilà. Et du coup, on utilise les golfs pour autre chose que faire du sport. Ça s'est pas très bien passé, et du coup, j'enchaîne ensuite avec un poste de responsable de contenu. Encore dans le B2B, et à ce moment-là je savais pas qu'on pouvait faire un travail qui nous que le travail pouvait être une source d'épanouissement. Donc moi c'est hyper important, ça ouais, c'est hyper important, et encore une fois je pense qu'on en parle, on le voit partout sur TikTok dans les développements personnels, faites un truc, mais c'est tellement une vraie réalisation quand toi dans ta tête, je pense que t'étais peut-être comme ça aussi, de te dire bah le taf ça va être tu sais ça va être le côté un peu vas-y bon j'y vais, c'est pour gagner ma thune, etc. Et on avance, etc. Parce que peut-être, moi, personnellement, tu vois, j'avais pas énormément de personnes dans mon entourage qui kiffaient leur taf vraiment pleinement. Ouais, qui étaient aussi. en mode métier, passion, ou etc. Ou qui prenaient vraiment du plaisir à taffer. Ça a toujours été le travail. Et moi, j'ai grandi comme ça avec mes parents qui sont immigrés du Portugal, où le travail, c'était un moyen de pouvoir t'autonomiser, tu vois, d'être indépendant et d'arriver dans un nouveau pays. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes ton argent, tu peux payer tes factures, etc. Et le travail servait à ça, tu vois. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir peut-être penser à autre chose quand il s'agit du taf, tu vois. Non, mais c'est réel. Moi, pareil, j'ai grandi dans un écosystème où ma mère, elle était fonctionnaire. Elle faisait pas forcément un travail qui l'épanouissait, et quand elle rentrait à la maison, elle était assistante sociale, donc elle nous racontait les problèmes que certaines familles qui étaient un peu dans le besoin devaient vivre, et donc du coup ça nous rappelait le fait de ok, on a de la chance de pas être dans cette situation là, et du coup c'était vraiment le fait de faire un travail pour gagner de l'argent. Donc pour moi je me suis jamais dit ok, je peux être épanouie par faire un truc qui me plaise, tu vois, qui m'épanouisse. Donc
Moi, j'étais pas dans cette optique-là. Et je pense que c'est quelque chose de générationnel parce que les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus sur le développement personnel, l'épanouissement et tout. On le voit, il y a beaucoup de gens qui partent faire des tours du monde, qui acceptent plus le harcèlement au travail, les problèmes de management. Nous, il n'y avait pas ça. Enfin, moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Ouais. Nous, c'était on fait un taf pour avoir un salaire et quitte à ce qu'on soit maltraité, tu vois, genre on l'acceptait quoi. Ouais. Et je trouve ça, en vrai, c'est une progression. Je trouve ça bien que les gens prennent conscience justement des limites qu'il faut avoir. Et du coup, après mon expérience en responsable de contenu, on arrivait, c'était la période de crise sanitaire. Du coup, grosse période de remise en question en ce qui me concerne. Et je me disais, ok, en fait, j'aime pas ce que je fais. C'est cool, j'ai des responsabilités. Et c'était un peu comme dans les films, j'ai un super salaire. Mon bureau, j'avais vu sur la Tour Eiffel quand on a été déconfiné et tout. Ah ouais. Mais j'ai des responsabilités et tout. Mais j'ai une équipe, je gère des freelances, je gère des agences de com qui travaillent pour moi et tout. Mais genre, je suis pas épanouie. Genre, quand je me lève le matin, c'est pour voir mes collègues aller à la pause café plutôt que pour travailler. Genre. J'ai connu ça aussi. Et on me le reprochait, on me disait, ton travail il est fait, mais il est juste fait. Tu vois, c'est pas poussé. Ouais. On sent pas que t'es animé par ce que tu fais. Et du coup, ça m'a interrogée. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'aime bien faire? Par curiosité, comme ça, j'ai fait un bénévolat à côté de chez moi sur un événement sportif qui s'appelle l'Eco Trail. Et ça a commencé comme ça. En fait, j'ai découvert l'événementiel, mais pas l'événementiel que tu vois un peu sur les réseaux, genre paillettes et tout. L'événementiel, c'était le premier événement où tu commences en tant que bénévole sur une course à pied, tu commences à 6h du matin. Je suis pas venue à 6h. C'est ce que j'ai. On balance. Ouais, on est honnête ici. On est honnête. J'ai fait genre que j'avais un petit problème de voiture alors que j'habite littéralement à 15 minutes de l'endroit où j'avais mon bénévolat. Je suis arrivée à 8h. Oh waouh. J'assume, c'est pas bien, à ne pas reproduire. Et genre j'ai découvert l'événementiel où tu commences tôt. Bon, moi j'étais pas venue à la bonne heure, mais tu commences tôt. Et genre, tu sais, il faisait froid, j'avais une migraine ce jour-là. Mais tu vois l'effervescence, tu vois que les gens ils sont là, ils sont hyper contents de participer à leur événement et tout. Et pourtant t'as les pieds dans la boue, genre vraiment on est dans la merde, je suis désolée de le dire. On est là, on patauge, il fait froid, tu portes des barrières, Mais c'est là où j'ai découvert un truc je me sentais utile, tu vois. Ouais. Là où dans le B2B, tu fais des trucs mais les gens s'en foutent parce qu'en fait, genre tu fais partie des métiers de l'ombre, donc c'est normal pour eux. Ils n'ont pas la conscience de tout ce que tu fais. Là où tu es en contact direct avec les participants et ils voient que tu les sers et tout, que tu leur remets leur dossard, c'est différent. La relation est différente. Et donc, moi, ça m'a tout. Enfin, ça a chamboulé mon cerveau, quoi. Je me suis dit, ok, ma belle, tu t'es trompée d'études, là. C'est trop tard. Et c'est ok. Et c'est ok. Mais d'ailleurs, je voulais rebondir sur, tu sais, quand tu disais, un peu comme dans les films, j'ai le métier idéal parce que je gagne bien, ou je suis bien placée, j'ai un beau truc et tout. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es un peu senti... Enfin, est-ce que t'as culpabilisé de te dire que t'avais un bon job dans la globalité, mais qu'en fait, t'étais un peu dans ce truc de... Ouais, je suis frustrée pour un truc furtif, pour une pensée. Est-ce que t'as senti ça ou pas? Tu t'es senti comme ça que... Genre, il y a peut-être des centaines de personnes qui auraient kiffé être à ta place. Non, pas spécialement. Franchement, moi, j'ai toujours été... ça qu'on veut. Moi, je suis une girouette, ça veut dire... Moi, mes parents m'ont toujours dit, tu changes tout le temps d'avis, oui, et genre, tant pis. Écoute, genre, moi, je pense que si, sur ce moment-là, je ressens ça, peut-être ça va être éphémère, mais au moins je suis mes intuitions, tu vois, je me fais confiance et tout. Donc moi j'étais grave dans ce truc-là. Et quand j'ai fait mon bénévolat, j'ai voulu absolument rejoindre l'événementiel sportif, avec le CV que j'avais à l'époque, donc avec plus un profil com, tu vois, un peu de bénévolat par-ci par-là. Je me suis pris des portes, et du coup je me suis dit, ok, je lâche pas. Genre en fait, quand tu trouves le truc qui te galvanise, tu vois, qui te stimule, genre pour moi c'est impossible de se dire, je retourne faire un truc que j'aime pas. Un peu comme toi quand tu vas en cours, alors que t'as trouvé genre le truc qui te stimule, c'est hyper dur. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai mis en place un plan d'action. Service civique, cumulé avec du bénévolat et de l'intérim sur des événements, avec principalement des missions de test, tu vois. Est-ce que tu peux juste parler du service civique, genre de ce que c'est, de ce que ça peut t'apporter? Ça, je trouve qu'en plus, pour le coup, il n'y a pas assez de communication dessus. Ouais. D'ailleurs, je suis ouverte s'il y a des partenariats, des collabs, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y aura tous... Oh putain, c'est éteint. C'est les aléas du métier, hein. Les aléas du direct. Exactement. Non, le service civique, en vrai, j'ai découvert parce qu'à l'époque, j'avais une ancienne pote à moi qui avait découvert ça et qui avait rejoint un comité régional olympique ou un truc comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on est en 2020, donc il y a encore pas mal de postes en rapport avec les JO. Moi, j'intègre une fédération française dans le sport et c'était haltérophilie musculation. Moi, je faisais beaucoup de sport, mais en vrai, j'ai choisi la fédé parce que j'ai vu sur le site du service civique et il y a beaucoup d'opportunités. Et les gens ne pensent pas à ça. Et certaines écoles acceptent de faire un service civique à la place du stage. Et tous les gens, ils sont focalisés sur le stage. Et alors qu'en réalité, le service civique, c'est quasiment l'équivalent, tu vois. Et moi, du coup, je rejoins la fédé de l'haltérophilie muscu. Et c'est à Champigny-sur-Marne. Et moi, j'habite dans le 7-8, donc j'ai littéralement 2 heures de trajet. Oh, le voyage. Ah ouais. Parce que t'étais en transport, du coup. Ouais. Mais même en voiture. T'avais quel âge à ce moment-là
22, 23, 24, un truc Ok. comme ça. Ah oui, donc t'es dans tes débuts, quoi. Ouais, Ok. je suis dans les débuts, mais tu sais, il y a ce côté où, quand t'es en service civique, tu gagnes 580 €. C'est un prix fixe? Ouais, Ok. en gros, c'est versé par l'État. Il y a une partie qui est prise en charge par l'organisme qui t'accueille. Mais en gros, il n'y a pas de prise en charge des transports ni des tickets restaurants, quoi que ce soit. Donc vraiment, faut vraiment vouloir le faire, tu vois. Et moi, en plus, j'étais vraiment à perpète les oies. Genre, je dois traverser toute l'île de France, tu vois. Mais en fait, moi, je travaillais. On était encore en période un peu de confinement, donc il y avait beaucoup de télétravail. Et je me déplaçais peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine, tu vois, pour aller là-bas. Et j'étais en contrat, parce qu'il y a plusieurs contrats. T'as 21h, 24h, 35h, etc. Et moi, j'avais 21h. Donc en vrai, c'était plutôt cool, puisque ça me laissait 3 ou 4 jours off où je pouvais faire des missions intérim et tout. Et en fait, pendant le service civique, je découvre les montages. Et je pense que c'est un peu le truc qui a été game changer. C'est ça qui m'a poussé à me dire, ok, je sais comment faire. Du coup, je peux maintenant prétendre à faire des montages sur mes propres réseaux. Et j'ai découvert l'INSEP, donc qui est l'Institut national du sport français, etc. Un peu un lieu d'excellence, de prestige. Et je découvre un peu. Je me sens intégrée dans le sport. Alors, c'est le sport très charté, sport santé. Il faut répondre à beaucoup de réglementations, de normes imposées par l'État. Mais je découvre un peu le sport. Et en fait, ça me permet comme ça de gravir les échelons. Bénévolat, service civique, je fais des missions un peu d'intérim. Et j'arrive jusqu'à Roland-Garros en 2021 en tant que coordinatrice transport. Et là, vraiment, je suis plongée dans le truc. Et quand tu postules à coordinatrice transport, tu postules en tant que freelance? Non, là, j'avoue, j'ai écourté, mais le process pour rejoindre Roland-Garros, franchement, j'ai chialé. Parce que j'avais 3 boîtes avec lesquelles j'ai postulé. Donc la première, c'était la Fédération française de tennis. La deuxième, c'est une boîte d'intérim. Et la troisième, du coup, c'était une agence événementielle avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. Le premier entretien que j'ai, c'est avec la Fédération française de tennis. Ça se passe bien, et je remets tous mes espoirs sur eux. On est en février, un truc comme ça. Ça marche pas. J'avance pas dans le process de recrutement. Je suis dégoûtée, franchement, je suis dégoûtée. Genre, je chiale et tout. Je me dis, putain, j'enchaîne parce que depuis, ça faisait 4-5 mois, j'enchaînais les allers-retours. C'est dur hein, de gagner 500 balles par mois alors que t'as tous tes collègues, les anciens élèves qui gagnent 2000, 3000 euros, tu vois. J'ai raté la cérémonie d'anciens élèves pour pas avoir à justifier le fait que je gagnais 500 balles, tu vois. Parce que j'avais un peu honte et tout. Et ce qui se passe, c'est que j'obtiens un autre entretien avec une agence d'intérim. Je me dis, ok, trop bien. Pareil pour Roland, je postule pour être encadrante. Quand j'arrive, on me prend pour la femme de ménage. Et en plus, Tu te fous de moi. je te jure, et en plus, on me propose un poste en dessous de celui que j'ai demandé, tu vois. Et en plus, on me fait des réflexions un peu sur mes cheveux, etc. Attends, il y a trop de trucs là. Il y a trop de trucs. Là, t'enchaînes trop vite pour des choses trop importantes. Non, c'est grave. Est-ce qu'on peut revenir juste sur ce que tu disais avant de partir sur le processus de recrutement, avant ce rendez-vous-là, quand t'as dit que t'avais honte de gagner 500 balles à ton truc, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, t'aurais pensé de la même façon ? Sachant qu'à ce moment-là, ton service civique, ce que tu faisais, ça t'apportait énormément d'expérience, énormément d'épanouissement dans ton taf, et ça te guidait beaucoup plus qu'avant. Est-ce que là, aujourd'hui, t'aurais pensé la même chose ? Non, je pense que ça m'a permis, ça m'a changé. Je pense que genre là, aujourd'hui, si je dois refaire un service civique pour pouvoir vivre en freelance, je le refais. Bon, malheureusement, on n'a le droit qu'à un seul service civique, mais choisissez le bien. Mais moi, genre, j'ai eu la chance de bien le choisir et d'être bien accompagnée. Et surtout qu'ils m'ont permis d'arrêter mon contrat à temps pour que je puisse ensuite faire Roland-Garros. Parce qu'en fait, j'avais pas fini mon contrat en réalité. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de faire Roland-Garros depuis le début. Donc, mon contrat, il s'est terminé 2 mois après Roland. Et en fait, ils m'ont laissé partir. Donc, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Ils m'ont donné aussi ce que je pouvais prendre, tu vois. Et ça m'a vraiment conditionné sur le fait que, en fait, des fois, il faut faire des sacrifices, tu vois, pour pouvoir gravir les échelons. Et ça, j'en ai pris conscience et ça s'est intégré dans mon mindset. Donc, aujourd'hui, ça m'arrive de faire de l'intérim, etc. Mais je sais que c'est une passade pour ensuite pouvoir vivre à 100% de ce que je kiffe, tu vois. Ouais, il n'y a pas que la lumière, il n'y a pas que les paillettes, quoi. Exactement. C'est ça qu'il faut que... C'est ça. Et c'est ça que je trouve que tu montres très bien dans tes TikTok, justement. Et que j'apprécie beaucoup. Et que je disais justement à Cassandre qu'elle n'avait pas la visibilité qu'elle méritait. Et je pense que c'est aussi en partie parce qu'elle montre ce qui n'est pas les paillettes, ce qui n'est pas tout ce que les gens rêvent de faire, en fait. Parce que l'événementiel, c'est pas juste un concept, hein, c'est pas juste je veux travailler dans l'événementiel, je veux travailler au Parc des Princes. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça la vie. Mais je sais qu'on me le reproche des fois. Moi, il y a des gens de ma famille qui me disent peut-être que tu vas dégoûter les gens du métier. Mais en fait, je suis pas là pour dégoûter qui que ce soit ou même pour faire kiffer qui que ce soit. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. La réalité, c'est que je m'essaie de mettre en lumière des métiers qui sont de l'ombre, donc ça plaît pas à tout le monde. Je sais même dans mon métier, tout le monde n'aime pas forcément que je montre des choses qui sont pas censées être montrées, tu vois. Mais en fait, je pense que les gens ont besoin aussi de savoir à quoi ça ressemble vraiment le métier de l'événementiel. Il y en a tellement que...
en fait, on prône beaucoup le chef de projet, chargé de communication, mais il n'y a pas que ces deux tafs-là, en fait, il y en a plein d'autres. Et si personne les met en lumière, dans la globalité, et pas juste des bullet points de il s'agit de coordonner, tu vois, à un moment donné, genre, il faut vraiment montrer que tu te lèves à 5h, tu finis à 23h, que la pause déjeuner, c'est 10 minutes sur le pouce, tu vois, genre, à un moment donné, c'est pas toujours comme ça, mais je pense que c'est cool de l'avoir en tête, tu vois. Non, mais c'est surtout qu'en plus, je pense que toi, grâce à ta réalité et grâce à ce que tu racontes, le fait de pouvoir vraiment mettre de la lumière sur les backstage, en fait, ça fait pas quelqu'un de toi, enfin, ça fait pas de toi, pardon, quelqu'un de genre, comment dire, négatif ou quoi que ce soit. En fait, ça permet, je pense, de bâtir des vrais profils. Parce que si tu penses à un taf ou à un domaine en connaissance de cause et que tu veux quand même y aller, c'est que t'as vraiment choisi ce métier. Tu vois, t'y es pas allé parce que t'as vu une vidéo d'une influenceuse qui est en mode je fais de la com, ou je fais une collab, ou je fais un partenariat, ou je fais ceci, cela, avec telle ou telle marque de prestige. Et c'est ça qui est bien. C'est que du coup, en fait, je pense que tes conseils et tes vidéos vont participer à forger des vrais profils qui s'attendent à mettre les pieds dans la boue s'il le faut et qui vont comprendre que, bah, en fait, si tu kiffes l'événementiel, déjà, tu dois passer par plein d'étapes différentes, mais c'est aussi... En fait, il faut kiffer le processus. Après, ça, c'est un état d'esprit que j'ai beaucoup, c'est vivre l'instant T, mais kiffer le processus de te construire. Ouais. Parce qu'en vrai, si tu passes d'un point A à un point B juste en faisant un petit saut, je trouve ça même pas intéressant. Moi, j'aime bien galérer, genre. Là, je touche du bois, j'espère que je vais pas encore avoir des galères, mais en vrai, d'un côté, je trouve que c'est ça qui forge, tu vois. Bien sûr. Genre, moi, à chaque fois, et je suis pas forcément d'accord avec tout le monde, hein, mais moi, si tu me dis, tu préfères passer ta vie à travailler ou profiter de ton argent, je préfère travailler parce que moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être dans le dynamisme, j'ai besoin d'être stimulé. Ok, j'ai de l'argent et après je fais quoi? Je vais faire des voyages, ok, mais moi j'aime bien galérer pour avoir mon argent, pour me dire je peux vraiment savourer le truc, tu vois. Ouais. Je pense que ça aussi c'est lié au fait que on n'apporte pas la même connotation au mot travail. J'ai eu une discussion avec une amie récemment qui me disait en fait la façon dont tu parles de ta vie professionnelle. Moi, je dis jamais le terme vie professionnelle. Déjà, je trouve ça trop long. Et je dis, ouais, mon travail, mon taf, mon labeur, tu vois. Enfin, je dis... Et en fait, elle m'a dit, ça a beaucoup une connotation, tu sais, un peu usine, un peu dur, un peu travail compliqué, tu vois. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, on n'a pas la même connotation du travail. Donc, je pense que quand les personnes te demandent, tu préfères travailler ou être à la retraite et être déjà pleine aux as et tout, le fait que tu dises travailler, je pense que ça peut choquer les gens. Parce que eux, ça se trouve, ils se disent, ah ouais, flemme et tout, se lever tous les matins, aller taffer, repartir le soir, t'es KO et tout. Alors que toi, non, c'est parce que, étant donné que le taf, c'est quand même, ça va contribuer à énormément de temps dans notre vie. Et nous, je sais même pas si on va avoir une retraite. Peut-être, hein, on touche du bois. Autant essayer de faire un maximum pour kiffer ton taf. Évidemment, c'est un truc aussi de privilégié, hein. Moi, je le dis souvent, je suis privilégiée de pouvoir penser comme ça. Ouais. Et parce que j'ai la possibilité de le faire. Sinon, évidemment que je penserais pas forcément comme ça et qu'il y a des priorités qui ne seraient pas celles que j'ai aujourd'hui. Mais si tu as la possibilité, je trouve que c'est important de redéfinir un peu le mot travail. Et je pense dans ton cas aussi, c'est devenu tellement une passion et un investissement et une ambition d'une vie, je pense, tu vois, ouais, non, que c'est ce qui... En fait, c'est ce qui te stimule. C'est un peu comme si tu avais tous tes kiffs en un endroit. Ouais. Tu vois? Non, c'est vraiment ça. Je pense que le fait de... En fait, quand on a un travail passion, et encore une fois, comme tu l'as dit, genre, c'est vraiment un luxe de pouvoir avoir ce truc-là, parce qu'il y en a qui ont des charges, des responsabilités, qui ne peuvent pas se le permettre non plus, et ben, genre, on n'a pas l'impression de travailler. Donc, du coup, le travail, ça n'a pas la même, comme tu as dit, définition, connotation, qu'une personne qui travaille vraiment et qui subit son travail. Ouais. Nous, vraiment, c'est un plaisir. Genre, moi, pour le coup, ça paraît fou, hein, mais moi, genre, par exemple, me lever à 4h du matin pour aller travailler sur un événement Nike, genre, j'y vais 10 fois, genre, s'il faut. Genre, ça me stimule. Ma mère, elle me dit, t'es folle. Je me dis, mais tu vas tuer ta santé, comment ça? Moi, je lui dis, moi, je suis en tachycardie, moi, ça me fait vibrer et tout. Ma mère, elle est là en mode, mais comment ça? Mais tu vas tuer ta santé, comment ça, t'es en tachycardie? T'as des problèmes, ça va pas bien dans ta tête et tout. Écoute, si tu veux. Mais en vrai, c'est comme, tu vois, un boulanger qui est passionné par son taf, il se lève à 3 ou 4h du matin. Mais parce que il kiffe ça, tu vois, c'est son taf, tu vois. Même si c'est dur. En fait, la difficulté fait partie du fait que tu kiffes. Exactement. En fait, c'est parce que c'est dur, mais parce que c'est aussi ce que tu kiffes. La synergie des deux font que tu t'épanouis. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à accepter la difficulté, qui réussissent pas dans ce secteur-là. Ouais. Mais je pense aussi parce que aussi cette difficulté-là, tu l'acceptes dans certains cas, mais tu l'acceptes pas tout le temps. Ouais. Tu vois, moi, je vais accepter la difficulté dans mon taf à partir du moment où je sais que c'est pour quelque chose de mieux, c'est pour évoluer, c'est pour pouvoir grandir, etc. Si c'est de la difficulté pour de la difficulté, je pense que c'est comme n'importe quel taf, ça va me saouler, tu vois. C'est sûr. Mais revenons à nos moutons. Ouais.
Tu me parlais du coup de Roland Garros parce que ça, encore une fois, c'est des choses qui, pour moi, enfin, il faut absolument en parler. Il faut absolument, surtout, relater des expériences personnelles parce qu'il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de choses qui sont dites, on apporte notre soutien, nanana. Mais je pense que c'est important de laisser parler les gens qui vivent vraiment ces choses-là et de te laisser la parole sur comment est-ce que toi, tu l'as ressenti sans être biaisé par ce que les autres peuvent penser, tu vois. Et du coup, tu disais à ce rendez-vous-là, déjà dans un premier temps, ils ont cru que t'étais la femme de ménage. Ouais, genre je toque, tu vois, genre j'arrive et tout, mais genre le pire c'est que tu vois, genre j'ai pas un accoutrement particulier, genre qui pourrait faire penser que. Non, t'es littéralement habillée comme une meuf qui vient faire un entretien. Exactement, genre Ouais. juste je suis noire quoi en fait. Ouais. Ah Donc ouais, je toque et on me dit oui, non, c'est pour le ménage, c'est ça? Je dis ah, pas du tout, je viens pour passer un entretien. En plus, au début, elle me dit c'est pour le ménage, je dis non, je viens pour passer un entretien. Elle me referme la porte. Et après, quelqu'un d'autre arrive, oui, bonjour. Je dis oui, bonjour, je viens passer un entretien. Et donc, du coup, ça se passe comme ça. Déjà, je suis un peu décontenancée. Mais tu sais, je suis un peu. Moi, à ce moment-là, en 2021, j'essaie, mon seul objectif, c'est de rejoindre l'événementiel, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu vois, je suis un peu matrixée dans ce truc où j'aurais pu prendre mes affaires et me barrer. Sauf que j'ai pas encore la maturité nécessaire pour le faire. Tu vois, je connais pas encore cet écosystème, je sais pas comment ça fonctionne. Donc, je passe l'entretien. On me dit, ok, t'as postulé pour un truc d'encadrante. Nous, on te propose un poste d'hôtesse, tu vois. Et moi, je lui dis, mais non, enfin, moi j'entends que peut-être j'ai pas l'expérience, mais ne me fais pas venir pour un poste, pour au final me proposer un poste en dessous. Dans ce cas-là, dis-moi directement que ça ne passe pas, tu vois. Donc, ça, c'est deuxième red flag. Attends, juste une question, pardon, je te coupe, mais sur ton CV, il y a ta photo? Sur mon CV, il y a ma photo. Oui, il y a ma photo. Ok. Et à ce moment-là, je m'en rappelle parce que le troisième red flag, c'est que à ce moment-là, j'arrive avec des tresses, tu vois, des braids. Et la fille me dit, oui, au niveau des cheveux, si vous travaillez avec nous, on voudrait plutôt la photo que vous avez sur votre CV. En mode, c'est à la carte, tu vois. Genre là, les braids comme ça, là, ça passe pas. Donc, il faudra faire quelque chose. Si vous pouvez les lisser quelque chose et tout. Du coup, je me dis, ok. Et là, à ce moment-là, toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis... Moi, je me dis, c'est mort dans ma tête. Ok, donc t'es pas en mode mécanisme d'adaptation de ah ok, elle veut ça, donc je fais ça, elle veut ça, donc non, je fais ça. en fait, Ok. devant, moi, j'arrive bien. En fait, devant, j'avais du mal à prendre position et de me dire, ok, bah, en fait, mesdames, je vais partir. Là où peut-être aujourd'hui, je serais capable de le faire. À l'époque, je le fais pas, mais je sais qu'intérieurement, c'est mort. Quand je pars, je fais un vocal à ma meilleure pote et je lui dis, c'est mort, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a, à ce moment-là, il y a un cinquième red flag qui apparaît, c'est qu'elle me dit, écoute, ta présence ici, c'est déjà un engagement. Donc, quel que soit ton process de recrutement avec d'autres boîtes, en fait, là, nous, on va faire en sorte que tu puisses pas travailler là-bas. Parce qu'en fait, t'es déjà là. On va lancer l'accréditation en cours. Et en fait, avec la FFT, il y a un process où, en tout cas à l'époque, c'était comme ça. Si tu lances ton accréditation, et ben, en fait, t'as le droit à une accréd. Genre, enfin, c'est mort. Tu vois, donc s'ils mettent le nom de leur boîte, je suis foutu. Et moi, en fait, là, dans ce cas-là, là, je commence à dire, en fait, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Parce que moi, j'étais transparente. Je leur dis que j'avais d'autres entretiens avec d'autres boîtes. Et en fait, je le prends un peu comme une menace alors que moi, j'étais transparente. Tout le monde ne dit pas. Enfin, il y a toujours la question de est-ce que vous êtes en processus de recrutement avec d'autres boîtes? Tout le monde ne dit pas oui, non. Un conseil, il faut dire oui, ça montre un peu que vous êtes demandé. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Moi, je suis transparente, je me dis, je vais leur dire. Et au final, je me prends un peu des coups de pression. Là, je suis pas d'accord. Du coup, je pars. J'envoie un mail le soir même. Là, je défends ma pensée, trace écrite, en disant que voilà, pour moi, il y a eu des propos qui ont été proches du racisme. Et que en aucun cas je veux travailler avec eux et que ce n'est même pas la peine d'essayer de lancer le processus de recrutement pour mon accred parce qu'en fait il n'y a aucun monde où j'ai vraiment travaillé avec eux, tu vois. Et là je pense que ça m'a frappé de plein de fois parce que moi j'ai rarement été victime de racisme, tu vois, mais là ou même de discrimination, tu vois, féminine ou quoi, mais là c'est la première fois que où tu te prenais vraiment une claque, genre t'étais ouais. un peu dans ta dynamique, de ce que j'entends, t'étais un peu dans ta dynamique de ah je vais me lancer dans ces projets là, putain j'ai envie de faire RG, enfin voilà. Et là d'un coup tu te prends un truc, genre une réflexion sur tes cheveux, enfin ça n'a pas lieu d'être. T'es là pour un entretien d'embauche, on te confond. On te confond évidemment, parce que si c'était une personne blanche, faut dire la vérité, je pense. Si c'était une personne blanche, je pense qu'il y aurait eu peut-être une réflexion un peu plus profonde de la part de la personne. On juge pas, on établit juste les faits, hein, donc voilà. Et après, ouais, non, cette histoire de rétrogradation du poste, ça a pas de sens, ça a vraiment pas de sens. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais
qui travaille dans tout ce qui est hôtesse, etc. Et qui me disait que justement, il y avait quand même pas mal de restrictions en termes de coiffure, en termes d'apparence, en termes de style. C'est un peu le domaine, et du coup, j'ai l'impression que ce que tu as vécu, c'était un peu ça. Et évidemment, il y a le supplément un peu racisme, hein, qu'on connaît tous. Banalisé. Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, un disclaimer, il n'y a pas d'accusation de quoi que ce soit. C'est évidemment comment Cassandre l'a vécu, comment Cassandre l'interprète, mais il n'y a aucune accusation qui est faite à l'égard de qui que ce soit. Mais c'est juste évidemment un retour d'expérience qui a besoin d'être transmis. Moi, j'estime en tout cas, et c'est aussi le sens de ce podcast, c'est de dire comment les personnes, comment les femmes qui sont là ont vécu les choses. Et encore une fois, le but c'est d'être le plus inclusif, mais surtout visible. Parce que c'est des moi j'estime que ce sont des micro-agressions qu'à un certain âge peut-être on n'arrive pas à les interpréter, on n'arrive pas à les voir, et c'est 5 ans après, on se rend compte que ah ben non, en vrai, c'est une dinguerie ce qu'elle m'a dit la meuf là. Parce qu'en fait, moi si j'étais allée avec mes cheveux raides comme du papier là, j'aurais jamais eu ce genre de, tu vois, de réflexion. Et c'est pour ça que je voulais absolument revenir là-dessus, mais de façon un peu plus, tu vois, en profondeur, même si c'est pas le sujet global de la vidéo. Mais c'est important parce que, comme tu disais, t'as pas forcément vécu, du moins directement, hein, je pense, Oui. d'agression ou de commentaires, de propos racistes. Mais quand tu te l'es pris la première fois de pleine face, je pense que... Est-ce que ça t'a fait te remettre en question sur le domaine de l'événementiel ou pas du tout ? En fait, j'avais déjà vécu, quand j'étais dans le B2B, j'avais déjà vécu des micro-agressions sur le fait que je sois une femme. Donc j'étais beaucoup entourée de commerciaux, donc essentiellement des hommes, dans une industrie un peu robotique, donc tu vois, forcément, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et sur les salons, je m'étais pris des réflexions en rapport avec mes fesses, tu vois. Et du coup, il y avait eu des process un peu juridiques qui étaient allés un peu plus loin, avec une tolérance zéro justement pour tout ce qui est discrimination sexuelle, etc. Et du coup, j'avais déjà un peu cette expérience sur le fait que je sois une femme. Mais là, sur ma couleur, je l'avais jamais vécu. Et en réalité, je me dis, ok, c'est reparti en fait. Genre, j'avais l'impression de redécouvrir un peu, recommencer un nouveau truc de zéro. Et au final, on me réduit encore à quelque chose, tu vois. Et du coup, ça a piqué un peu, mais après... mais ça n'a pas fait baisser ton mental. Non, moi, en fait, genre, quand j'ai mon objectif en tête, c'est mort. Ouais. J'avais encaissé le service civique pendant 8 mois, gagné 500 balles. C'était pas pour que une personne, là, non. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ton avis, tant pis. Et en fait, là, encore une fois, c'était difficile parce que je me dis, j'ai pas été prise avec la FFT. Eux, je me rétracte. En fait, j'ai refusé. Et là, je me suis dit, je me priorise parce qu'en fait, là, c'est moi, c'est mon estime de moi, ma santé mentale, avant mes objectifs, tu vois. Et je me suis dit, quitte à ce que, tant pis, puisque j'ai fait ça pour rien. Mais encore une fois, je me dis, j'ai ma bonne étoile, donc s'il y a un truc qui est fait pour moi, ce sera dans les bonnes conditions. Et au final, j'ai eu la 3e opportunité, et c'était pas en tant qu'hôtesse, c'était en tant que coordinatrice transport, donc vraiment immergée, tu vois, dans le cœur de l'organisation, donc c'était encore mieux au final. Ok, et du coup, t'es passée par une autre agence ? Une autre agence. Ok. Entretien que j'avais oublié en plus, à la base. J'avais noté la mauvaise heure, c'est pour ça que c'est important d'être organisé. Et en fait, j'avais mis 10 heures, sauf que c'était 11 heures. Donc moi, en plus, j'ai une fierté de ouf. J'attends 10 heures, 10h15, 10h20. Ça m'appelle pas. J'avais ma journée, j'avais des trucs à faire. À 11 heures, on m'appelle et moi, je suis là, je réponds pas. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ? Donc moi, en fait, tu m'appelles 1 heure plus tard, c'est normal. Et moi, en fait moi, je pense que... Oh, wow. Et je pense que c'est important parce que peut-être c'était la surestime de moi-même. Mais c'est important de se dire, si ça avait été la réalité... Moi, je me priorise. Genre, moi, je pense que je mérite du respect. On m'a trop manqué de respect, tu vois, par le passé sur mes autres anciennes expériences. Notamment quand j'ai fait mon expérience au golf ou quoi. Du coup, maintenant, je refuse. Et c'est catégorique. Parce qu'on me manque de respect. Et donc, là, moi, je considérais que si tu m'appelles 1 heure en retard, peut-être t'as des excuses, hein. Mais j'avais reçu aucun message, rien. C'est mort. Et évidemment, dans le cas où vraiment c'était à 11h. Hein, là, pour le cas. Ouais, là, pour le coup, la personne a insisté. J'ai eu de la chance. 3 fois. Au bout de la 3e fois, je réponds. Je me mets en warning sur le bas-côté de la route et tout. Allô ? Il me dit oui, on avait un point à 11h et tout. Là. Le pire, c'est que c'était marqué dans mon agenda à 11h, mais dans ma tête, c'était 10. Ouais. Du coup, je me dis, ah ouais. Mais c'est mort. De toute façon, tu peux pas fight les trucs comme ça. À partir du moment où dans ta tête, c'est fixé. C'est mort. Même si tu le regardes dans ton agenda, tu vois 10, tu vois pas 11. C'est mort. Donc, du coup, je fais un entretien un peu à l'arrache. Mais genre, enfin, j'explique bien mon profil, tu vois. Genre, j'étais un peu stressée parce que j'étais un peu chamboulée. Mais j'arrive à rester un peu lucide. Et donc, je dis que je sais parler anglais. Et là, pour le coup, la licence de langue, elle sert de ouf. Parce que quand t'as une licence en langue,
tu me dis que tu sais pas l'anglais, t'as même pas besoin de prouver parce que les gens ils disent ah ouais, c'est bon, on a fait une licence de langue. Tu vois, ça, c'est comme si ça validait le truc alors ça que justifie. ça se trouve, t'as 10 de moyenne, tu vois. Eh ben, tu sais quoi, c'est ouf que tu dises ça parce qu'en fait, ça met ça met un point sur ce que moi je dénonce un petit peu. C'est les diplômes. Ouais, tu vois, c'est genre, on va même pas tester ton niveau d'anglais, on part du principe que parce que t'as une licence, alors que Dieu sait qu'il y a plein de trucs qui sont assez faciles d'accès, parce que t'as une licence, on va même pas te demander si tu sais parler correctement, sachant que avoir une licence, par exemple moi dans le commerce international, ça veut pas dire que je vais savoir parler anglais dans l'événementiel, ou dans le sport, ou dans la médecine, ou ceci, cela, tu vois. Mais c'est parce que du coup ça renvoie beaucoup au truc de... en France, j'ai l'impression que les diplômes, ça justifie tes compétences, alors que du coup, t'as l'impression de pas avoir besoin de prouver à partir du moment où t'as tel ou tel diplôme. Là où moi, tu vois, mes diplômes, je les trouve pas très utiles dans mon parcours, et ça ne regarde que moi, c'est propre à moi, mais ne sont pas utiles. J'ai fait une licence de langue, mais bon, je parlais déjà les langues avant, tu vois. Mais je trouve qu'on justifie trop le truc de ah, mais j'aimerais bien faire ça, et je parle beaucoup avec des gens, et ils sont en mode j'aimerais bien me lancer dans ça ou dans ça ou dans ça, et c'est des domaines où les diplômes sont pas si importants. Bon, je vais pas trop crier, mais ils sont pas si importants que ça, tu vois. Et ils sont en mode ouais, mais j'ai pas de master, j'ai pas... Les gars, j'ai commencé en licence LEA, anglais-espagnol, et maintenant je suis dans la com, et maintenant je suis en free. Enfin, tu vois, genre c'est tellement aléatoire. Encore une fois, il y a des métiers, c'est mort, il faut faire des études. Médecine et tout, moi je vais pas avoir un doc qui est en freelance, tu vois, enfin, tu sais, qui a appris les trucs solo. Le droit, etc., c'est normal, il y a des lois, c'est théorique, c'est vrai. Nous, on est dans des métiers, quand même... Enfin, moi, dans l'espèce de truc artistique et tout, où... Tu peux être autodidacte. Exactement. Enfin, tu peux te faire toi-même. C'est exactement ça. Et je pense qu'en vrai, toi, ta personnalité a énormément contribué, et je pense que ton éthique de travail ont énormément contribué à la personne que tu es aujourd'hui dans ta vie professionnelle. C'est pas que tes diplômes, là, en l'occurrence, ton diplôme en LEA a servi, mais voilà, c'est aussi force de caractère. Hein. C'est important. Oui, c'est sûr. Mais moi, en plus, le truc qui est le plus drôle, c'est que genre vraiment les gens me disaient oui, vraiment, c'est bon, t'as une licence de langue, c'est bon. Sauf que vraiment, ma licence, je l'avais validée genre 10,0001, genre un truc de ouf. Donc du coup, je parlais bien anglais, mais tu vois, genre, tu connais thème, version et tout, t'as des trucs traduction, français-anglais, anglais-français, machin. Du coup, il y avait des trucs, c'était un peu plus cardio. Mais et du coup, je trouve que même ça te fait perdre ta confiance en toi parce que tu te dis, on ne fait pas de test de langue. Imagine ton anglais, il est bancal. T'as même pas l'occasion de le tester, ça veut dire que t'arrives, t'es jeté dans le bain. Ouais. Et moi, du coup, je suis là en mode, est-ce que vraiment je suis capable de pouvoir parler en anglais au téléphone avec des gens à Roland, tu vois? Ouais. Après, la question, c'est, ils te font pas passer de test d'anglais, est-ce que c'est pas parce qu'eux-mêmes ne savent pas parler anglais? Ah, je sais pas. Parce que moi, tu vois, c'est possible. Je tairai le nom, mais j'avais fait un concours d'entrée pour une école de management du sport, et il y avait un test d'anglais avec une personne, et je me retrouve au test, je parle mieux anglais que la personne. Ouais. Tu vois, enfin, je pense qu'il y a aussi ce truc, bon après en l'occurrence dans les écoles de management de sport, etc., et comme dans plein d'écoles, t'achètes ton diplôme, littéralement. Et du coup, à partir du moment où tu sors les sous, ouais, c'est bon, tu parles anglais, tu vois, pas de souci. Mais ouais, enfin, je trouve que, enfin, comme tu dis, après, je pense que c'est peut-être, est-ce que ce serait pas, je balance ça hein, comme ça, une mentalité, pas une mentalité, mais une pensée féminine, de se dire, je leur ai pas prouvé, peut-être qu'ils vont être déçus, peut-être que je vais galérer, peut-être ceci, cela, parce qu'on a tendance à, et j'ai eu cette discussion assez récemment, les hommes, de façon un peu globale, ils osent, ils se lancent dans le truc, et au pire, ça fonctionne pas. Tant pis, tu vois. Ils vont postuler à des postes où ils sont peut-être sous-qualifiés, ils s'en foutent, tu vois, ils y vont. Alors que les femmes, elles sont plus en mode, bon, peut-être que je dois quand même prouver que je sais faire ça, avant qu'ils me recrutent. Je vais pas me lancer dans le grand bain sans être sûre. Je vais pas... Tu vois, ce côté un peu modéré de... si je rate, si je rate et que... Ou que je me... Enfin, tu vois, je sais pas, moi, je fais n'importe quoi, ou j'y arrive pas, ah bah c'est de ma faute, j'avais qu'à aussi être plus strict vis-à-vis de mes compétences et plus réaliste vis-à-vis de mes compétences et du poste, tu vois. Oui et non, je pense qu'il y a, j'avoue, il y a quand même ce côté réflexion qui rentre plus en compte, je pense, quand t'es une femme, là où peut-être les hommes ils réfléchissent moins, ils agissent plus, mais je pense qu'il y a aussi ce côté personnalité. Moi, je sais, je suis une fonceuse, c'est-à-dire que peut-être je peux me poser des questions, mais je me pose des questions après. Genre vraiment, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets, donc je fonce. Au pire, peut-être j'ai un peu trop forcé, mais au moins, tu vois, j'ai tenté. Ouais. Et après, je me dis, peut-être c'est aussi peut-être générationnel, parce que moi, j'ai un petit frère, il postule, mais tu sais, il a quand même ce truc de, est-ce que je postule parce que bon, mon anglais est pas ouf, tu vois. Donc je me dis, en fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, tu vois, il y a plusieurs échelles. Je pense qu'il y a peut-être en effet le genre, je pense qu'il y a la génération aussi, et il y a le caractère. Je pense que les trois font que
Après, peut-être faudrait faire un sondage hein, Ouais, en non, commentaire là. mais je suis sûre il doit y avoir des stats quelque part, tu vois, moi je m'y connais pas trop, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des stats parce que je trouve que ça revient quand même assez souvent de par la construction sociétale, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais en gros, je pense que c'est largement ce truc-là. Et je trouve que c'est dur aussi de trouver l'équilibre, du moins, surtout je pense quand t'es en freelance, entre ne pas s'apitoyer en mode je suis nul, je suis pas compétent, nanana, et de pas être non plus de pas trop surestimer ses compétences, tu vois. Ouais. Trouver le juste équilibre pour pouvoir répondre aux offres ou aux propositions de mission, etc. Tu vois. Non, c'est sûr. Ensuite, je voulais te demander, parce que là on parle de ces expériences-là, donc RG passe, à quel moment tu décides de te lancer en free ? Ça vient un an après. Donc à ce moment-là, je travaille sur Roland en 2021. J'enchaîne avec les 24 heures du Mans. Pareil, le process, je pense que c'est important de se créer des opportunités. Et là, sur cet événement-là, c'est clairement ce que j'ai fait. Je pars au Mans, je fais un entretien. En fait, je postule, mais en vrai, tu vois, c'est un poste de personnel d'accueil. Donc je pense qu'ils prennent tout le monde. Maintenant, entre les gens qui postulent et ceux qui vont vraiment à l'entretien, je pense qu'il y a un écrémage déjà. Ouais. Du coup, moi, je prends mon petit TGV là, je me retrouve là-bas. Je passe l'entretien. Et il y a un deuxième entretien, donc je reviens encore et je réserve une auberge de jeunesse. En fait, à ce moment-là, on est en période un peu après Covid, donc il y a encore des événements décalés. Donc les 24 heures du Mans se déroulent en août, tu vois, 2021, et pas en juin. Okay. Et du coup, c'est en plein des vacances scolaires, enfin vacances d'été. Et moi, je me dis, j'adapte toutes mes vacances en fonction de ça, sans savoir si je suis prise. Et je réserve mon auberge de jeunesse et tout. Et en fait, au final, j'ai été prise. Donc en fait, je me dis, heureusement, je me suis un peu forcée, tu vois, un peu, genre, j'ai mis les chances de mon côté pour vraiment avoir ces opportunités-là. Parce qu'après, au final, quand je me suis lancée en freelance, j'ai eu l'occasion de retravailler là-bas en étant à mon compte, sachant que en freelance, avec le c'est un peu cardio, il n'y a pas beaucoup de free qui ont accès. Donc voilà, mais après cette expérience-là, il y a une grosse période de chômage. Je pensais que ça y est, j'étais arrivée dans le secteur, pas du tout. Période de chômage. Je trouve un poste au bout de 6-7 mois après sur Roland Garros en chef de projet cette fois-ci, donc beaucoup plus long. Là, je suis pas sur les 2 semaines, mais je suis sur peut-être 4 ou 5 mois de contrat. Et après ça, pour moi, sur ce contrat-là, il y a des manques de respect. Du coup, après ça, je me dis, ok, c'est bon, j'en ai marre. Il n'y a plus personne qui va me manquer de respect, je me lance à mon compte. Comme ça, je choisirai mes propres clients, je choisirai avec qui je travaille et c'est moi qui imposerai mes limites, tu vois. Ouais, parce que quand du coup, les 24 heures du Mans, Roland Garros après, etc., c'est des petits contrats, c'est pas du free. Non, on est sur du CDD. Ok, du CDD. Ok. Et du coup, à ce moment-là, donc tu touchais le chômage ? Enfin, t'étais encore au chômage ? Ou À ce moment-là... Après le deuxième RG ? Je touche pas. Après RG, je touche le chômage. Okay. Après le deuxième, avant, je touche pas parce que j'ai démissionné de ma première expérience dans un golf après mes études. Et du coup, quand tu démissionnes, t'as pas d'indemnité. Donc, non, moi, à côté, je faisais de l'intérim, tu vois, pendant le chômage. Je faisais un peu d'intérim, par-ci par-là, mission de test, etc. Donc, franchement, ça m'a bien aidé. Et ouais, après mon expérience sur Roland, chef de projet. C'est vraiment ces trucs-là, enfin, les petits détails de manque de respect, comme tu dis, qui t'ont fait dire stop. Genre, j'arrête de travailler pour les gens, mais je travaille en soi freelance, c'est un peu ça, c'est je travaille en collaboration avec des gens. Ouais, voilà. En vrai, ouais, parce que en fait, moi je m'investis beaucoup quand j'aime bien quelque chose et je m'investissais, j'étais pas la première à arriver, mais j'étais la dernière à partir, je pense, la plupart du temps. Et genre vraiment, la claque de se dire, tu te donnes à 200% et tu te reçois ton premier salaire. Je crois que j'ai gagné, en plus, chef de projet VIP, 1005. Genre, je suis là, je fais des horaires, je pense que je suis à 40 heures, 45 heures. 1005. Mais est-ce que ça, c'est pas l'histoire de la vie des gens qui taffent dans des métiers passion au début ? Ouais, mais là, j'étais pas censée être au début, puisque je suis chef de... Enfin, tu vois, on est chef de Ouais, projet. oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'évolution dans l'événementiel, donc t'es chef de projet, tu vois. Tu peux passer peut-être chef de projet senior, mais il n'y a pas de... Tu vois, là où dans la com, peut-être t'as, je sais pas moi, chargé de communication, directeur de com, tu vois, tu peux gérer un pôle, Oui, et oui, encore, c'est vrai. t'as pas non plus... Et encore, en fait, ça dépend où tu vas, tu vois. Genre, dans un club, ton max, ça peut être responsable com. Après, tu vas dans un autre club, responsable com, c'est un autre monde, tu vois. Enfin, ouais, en fait, ça dépend de la structure dans laquelle t'es. j'avoue. Et même même si t'es dans le même type de structure, bah, l'interne fait que, en fait, automatiquement, tu changes. Et aussi en fonction des moyens mis à disposition, enfin, d'un club à un autre. Enfin, je parle du foot parce que c'est ce que j'ai fait, mais d'un club à un autre, t'es payé plus ou moins bien, parce que c'est en fonction de ce que le club va vouloir investir là-dedans, tu vois. Mais ok,
Ok, donc en plus, t'avais quand même déjà pas mal d'expérience, donc Bah oui et non. En vrai, quand je me lance, et genre, c'est la question que tout le monde me dit, c'est comment t'as fait pour te lancer? J'ai même pas réfléchi encore une fois. Genre, je me dis pas, est-ce que. Je me dis, j'ai rien à perdre. Dans tous les cas, je peux cumuler avec mon chômage. Si j'ai pas de contrat, au pire. En fait, moi, j'étais chercher un CDI à ce moment-là. Je me suis pas dit, je me lance en freelance à 100%. Je me suis dit, au début, après mon contrat, je cherche un CDI, mais j'hésite. J'ai quand même fait dans mon débrief d'expérience sur Roland, j'ai dit, voilà, je pense que je vais me lancer en freelance. Ma manager me dit, c'est pas une bonne idée. Je pense que tu vas encore gagner en expérience. Tu vas pas non plus gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de charges. Ma belle, j'ai gagné 500 euros. Donc, bon. ta manager qui était pas en freelance, du coup. Qui n'était pas en Ah, freelance. Et d'accord. je pense qu'au vu de ce que je gagnais, je peux pas faire pire en plus. Ouais, de ouf. Donc, du coup, au début, c'était CDI, mais genre, j'enchaîne pas mal de refus, encore une fois. Et là où, tu vois, vraiment, je me dis, ok, je me lance en freelance, j'ai rien à perdre, et c'est le temps de trouver un CDI. Et au final, MDR, ça fait 3 ans, Le 4 ans CDI, bientôt. on le cherche encore, hein. Ouais, Mais, vraiment. Le pire, c'est que j'ai jamais eu autant de propositions de CDI que depuis que je suis en freelance. mais c'est tout le temps comme ça. En fait, c'est un peu comme les gens qui te disent quand tu cherches pas l'amour, c'est là où il va tomber. Ah, Tu vois, putain. enfin, Et ça, j'attends encore, par contre. Mais- Mais... ça sera pour une autre vidéo. ouais, vraiment, on est hors sujet là. Mais et voilà. Si jamais il y a des candidats. J'ai pas le temps pour ça, il y a trop de. T'as bien Je suis raison, trop mais concentrée. je pense que la personne ne serait pas prête en fait. Ah, bon courage. Mais ok, donc à ce moment-là, tu commences le free. Et comment ça se passe bah, typiquement, le processus de c'est toi qui vas démarcher, c'est toi qui réponds à des offres, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, comment je commence, c'est que j'ai fait beaucoup de bénévolat. Du coup, en fait, moi, vraiment, quand j'arrive, je suis innocente. Ça veut dire, je dis, voilà, je suis sur mes bénévolats, je dis voilà et tout, peut-être je vais me lancer en freelance, je sais pas encore. Parce qu'il y avait des freelances qui bossaient avec moi quand j'étais bénévole. Et du coup, bouche à oreille et tout. Et sur l'événement, il y a quelqu'un qui me dit, bah écoute, si tu veux, nous, on organise. À ce moment-là, je suis sur un bénévolat dans les Alpes. Moi, pour vous dire, genre, je pars à pas perpète les oies pour faire des bénévolats, genre. Et on me dit, bah nous, on a une antenne à Paris, on organise une course à pied très connue et tout, machin. Si tu veux, on prend en free. Mon CV, il passe. Il s'avère que sur l'événement, je fais bien le travail. Je marque un peu les esprits, tu vois. Genre, en gros, je devais gérer la boutique sur une espèce de course de cyclisme. Et moi, j'essayais de stimuler un peu le truc, tu vois. Donc, je disais à mes collègues, venez, on fait des objectifs de vente. Et du coup, moi, j'essayais de vendre. Je faisais croire aux clients que, genre, le truc, il était à 25 balles. Alors que. Alors qu'il avait toujours été à 25 balles. Et tu vois, genre, je faisais croire en mode, voilà, promotion, juste pour vous, 25 euros. Normalement, c'est 30, mais pour vous, c'est 25. Et je vendais comme ça, je Mais vendais, je vendais, je t'as vendais. la tchatche de fou. Écoute, le côté commercial. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, toutes tes petites expériences pro, elles ressortent à ce moment-là. Ouais, genre, j'avoue. et je pense que c'est là où tu comprends l'intérêt d'avoir des expériences pro. Et en plus, je profite pour rebondir du coup sur le bénévolat. Parce Ouais, qu'on en a discuté la dernière fois. ouais. Qu'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes, ils ont. C'est Pas- un peu les anciennes, là, dit comme ça. Mais de fou, j'ai 26 ans. Les jeunes. Nous sommes encore jeunes. On est encore jeunes. De toute façon, c'est une question de Les point plus de jeunes. vue, en fait. Ok. Mais non, mais en fait, mais parce que, tu vois, moi je suis dans la génération Z, la fameuse qui remet tout en question. Mais des fois, j'ai un peu je suis un peu millénial aussi, un peu dans ma tête. Je suis Ouais. un peu les deux, tu vois. Mais non, mais dans la nouvelle génération, en vrai, ce qu'on voit sur les réseaux, bah en fait, on veut un poste, un CDI, ou on veut un poste en tant que freelance, où tu gagnes v'là la thune dès le début. Et la notion d'expérience professionnelle, elle est complètement, elle est inexistante, tu vois. Alors que, bah, par exemple, et c'est pour ça que j'adore ton profil, c'est que c'est des trucs que tu valorises énormément, et c'est des passages par lesquels tu es passé. Et j'aimerais juste que tu parles de l'importance du bénévolat, et ça montre à quel point aussi que c'est pas l'argent qui fait tout, c'est qu'en fait, avant de pouvoir gagner de l'argent, sinon tu suis les formations bancales sur les réseaux et tu gagnes ta thune, tu vois. C'est encore une fois une question de travailler le processus de développement pour pouvoir un jour pouvoir vivre de ça. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, par rapport à l'importance déjà du service civique, t'en as déjà parlé, mais du coup du bénévolat, où en fait aujourd'hui on est dans une génération, on est en mode ouais, on n'est pas des bénévoles, mais il faut bien quand même se forger une expérience, tu vois, Non, au je suis début. d'accord. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à entendre, mais je pense qu'il faut passer par ce truc de. Le bénévolat, c'est le meilleur endroit où tu peux apprendre parce que c'est là où tu peux faire toutes les erreurs possibles sans avoir peur des conséquences, tu vois. Là où quand tu es rémunéré, logiquement, on attend de toi certaines compétences, des retours, tu vois, des choses concrètes. Et là, tu peux avoir plus de pression. Là, tu peux te tromper. Tu peux faire pas tout ce que tu veux, mais t'as le droit à l'erreur, en fait. Genre beaucoup plus facilement, en tout cas, que dans les opportunités classiques. Et moi, je trouve que c'est hyper important parce que ça m'a permis déjà d'apprendre
à m'ouvrir, tu vois, sur le côté sociabilité et tout. Moi, à la base, je suis grave timide. Donc là, je prends mes réseaux, je prends mon téléphone, je fais des Vas-y, toi, t'es facecam. pas timide, t'es Mais réservé. à la base, mais attends, on est là pour parler franco. Moi, à la base, quand j'étais petite, mes parents, ils m'emmenaient dans les magasins, ils m'envoyaient faire des tests pour aller parler à la vendeuse. Je n'osais même pas parler. Genre, je ne parlais pas. Je rentrais même pas dire bonjour, j'avais trop peur. Pour vous dire à quel point là-bas, je suis timide de ouf. Même moi, je fais des interventions dans les écoles. La première fois que j'ai fait une intervention, j'ai pas dormi pendant une semaine la veille. Genre, les veilles qui précédaient, parce que j'étais super stressée. Il y avait 10 élèves. C'est pas comme si on était sur une classe de 30 élèves, tu vois. Mais ça, t'inquiète même pas, on va en reparler après, t'inquiète pas. Mais du coup, ouais, non, je pense que ça permet d'ouvrir un peu sur la sociabilité, d'apprendre à gérer son stress parce qu'on a quand même des petites responsabilités, tu vois, même si on n'a pas forcément. On subit pas les conséquences de nos potentielles erreurs, mais ça nous permet de se dire, ok, je suis un petit peu lancé dans le grand bain, tu vois. Et moi, franchement, ça m'a énormément appris. Et j'ai grave évolué comme ça. J'ai obtenu les opportunités en freelance grâce au bénévolat, tu vois. Est-ce que tu dirais que le bénévolat, c'est d'abord investir sur soi, sur son expérience? C'est une forme d'investissement Ouais. qui paiera plus tard, évidemment. Je suis d'accord, parce que moi, il y a plein de gens, et à l'époque, quand je parlais du bénévolat, il y a plein de gens qui me disaient, moi, jamais de la vie, je fais un truc où je suis pas payé, je fais du truc gratuitement. Et c'était beaucoup des hôtesses avec lesquelles je parlais, de se dire, en fait, des fois, bénévole, hôtesse, au final, tu vois, les missions, elles sont similaires. Et en fait, quand t'es hôtesse, t'es payé, et bénévole, tu l'es pas. Mais en fait, je trouve que bénévole, tu le rentabilises 10 fois plus, genre, sur l'avenir. Genre, comme t'as dit, t'investis sur toi. Et genre, si t'arrives à bien montrer que t'es compétent, et pas faire un bénévolat pour faire un post LinkedIn, c'est pas ça. Faut faire un bénévolat pour vraiment montrer, développer tes compétences et renforcer, tu vois, tes skills pour pouvoir ensuite le prouver sur le terrain et pas à travers un post LinkedIn ou à travers une strat de com. J'adore LinkedIn, je suis la première à publier dessus. C'est pas ça. Mais c'est juste que y en a qui font du bénévolat que pour ça. Alors qu'en fait, les gens avec qui tu dois prouver, c'est pas les gens qui sont derrière ton LinkedIn, mais c'est les gens qui sont genre face à toi en fait, tu vois. Et donc je pense qu'il y a vraiment ce truc là où il faut être sérieux, rigoureux, ponctuel, pas comme je l'étais sur mon premier bénévolat. Ça, on va oublier, on t'inquiète On pas. va oublier. Mais je pense que genre vraiment là, à mon actif, je dois avoir une vingtaine, une trentaine de bénévolats. Et j'en fais encore avec mon association que j'ai co-créée là il y a pas longtemps, tu vois. Et justement, en parlant de LinkedIn, est-ce que tu trouves que ça participe aussi au fait que, bah en fait, c'est un peu de l'image, quoi. C'est, comme tu dis, ne pas faire du bénévolat pour un post LinkedIn. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer dans l'événementiel, c'est un peu ça? C'est un peu de l'image, tu vois? Avant de comprendre un métier, c'est plus se donner une image de... Je pense que LinkedIn, c'est un réseau qui est complexe et que tout le monde n'arrive pas forcément à cerner. C'est un réseau qui peut être un peu anxiogène, tu vois, quand t'as pas grand chose à dire et que tu vois que tout le monde fait plein de trucs. Ouais. Donc je pense qu'il faut savoir un peu l'acclimater et l'apprivoiser. Et je pense qu'il y a des gens qui ont encore du mal et qui peut-être pensent que, en fait, c'est juste dépendre. J'ai fait tel bénévolat et tout, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça, tu vois. Genre, pour moi, LinkedIn, c'est ton image de marque. Donc, c'est ta carte d'identité professionnelle. Donc, les gens, ils ont ton CV, ils vont tout le temps checker ton LinkedIn. Et du coup, il faut trouver le juste milieu entre je prouve, mais d'un côté, j'en fais pas trop, tu vois. Et Ouais. je trouve qu'il y a des gens, des fois, tu le vois dans le post, j'ai eu l'occasion d'être bénévole sur tel truc. Ok, mais t'as fait quoi? C'est juste pour montrer que j'étais bénévole. Mais en fait, t'as fait quoi? Là, ton Ouais. post, il sert à quoi? Parce qu'on voit pas ce que t'as vraiment appris comme compétence, tu vois. Et je pense que. En fait, c'est se servir de LinkedIn pour pouvoir avoir de l'expérience et pas l'inverse. Pas se servir du peu de bénévolat que tu fais pour faire des posts LinkedIn et briller, C'est quoi. ça. Je pense Sinon, qu'il y a. sinon, tu fais des vidéos sur TikTok. En vrai, il y a plusieurs leviers, tu vois. T'as vraiment le truc de. Tu travailles ton image de marque et t'as le truc de. En fait, c'est une base de données. T'as tous les contacts de tout. Ouais. Tu cherches toute l'entreprise. Qui n'a pas LinkedIn aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas LinkedIn, c'est grave, je suis désolée. Mais genre, tout le monde a LinkedIn. T'as pas le mail, mais tu peux envoyer des messages. Et en plus, des fois, t'as des trucs premium, machin et tout. Bon, c'est un peu plus complexe, mais tu peux envoyer des messages à certaines personnes et tout. Tu peux les cibler. Et moi, je sais que j'ai plein de potes qui ont trouvé des contrats en free parce qu'ils ont envoyé des messages LinkedIn. Ouais. Faut savoir que moi, c'est comme ça que je suis rentrée au Paris FC. C'est un message Ah ouais? LinkedIn. Ah ouais, Ah c'est un ouais, message LinkedIn. À putain. l'époque, j'avais contacté le responsable de l'époque, Valentin Bisou, pour lui dire que en fait, je cherchais une deuxième année d'alternance. Et si s'il y avait une disponibilité, etc. Il a galéré à me répondre, hein, il sait très bien. Ok. Il a galéré à me répondre, mais il m'a répondu. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un entretien, tu vois. Donc, alors qu'à ce moment-là, j'y croyais pas trop à LinkedIn. Je me suis dit, bon, c'est le seul moyen d'avoir son contact. Et ça a fonctionné. Mais encore une fois, on ne dit pas que ça fonctionne à chaque fois. Mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, il faut foncer, il faut y aller, en fait. Parce que, clair. comme tu dis, vivre avec des regrets, c'est le pire truc. Vivre avec l'idée, la pensée que t'aurais pu faire ce que tu devais faire à l'instant T, et sachant que ça aurait pu avoir un impact sur ta vie pro ou peu importe, tu vois, après, c'est le pire. Moi, avant, j'ai accepté l'idée d'avoir des regrets, maintenant, non. En fait, Maintenant, je c'est me bon. dis, genre, c'est ça le pire.
C'est comme quand t'achètes un vêtement, tu dis putain, je l'aime bien, mais allez, je le laisse. Et après, quand t'es chaud, tu dis putain, voilà, j'aurais dû l'acheter. Bah, c'est pareil. Genre, en plus, je me dis, ça coûte quoi ta vie? Genre, d'envoyer un message, au pire, il se passe quoi? Au pire, tu te prends un vu, mais Mais c'est ça. quoi? Mais c'est ça. Et au pire, de toute façon, la personne te connaît pas. Elle va pas aller dans un dîner mondain dire Eh, vous savez pas, un tel il m'a envoyé un message sur LinkedIn, je lui ai pas répondu. Les gens ils s'en foutent, mais d'une force. En fait, on accorde trop d'importance à ce que les gens peuvent penser, mais c'est surtout, on interprète tellement ce que les gens vont potentiellement penser. Potentiellement, ça veut dire que c'est pas sûr. Ça se trouve, la personne, elle en a rien à secouer. Au pire, regarde pas ton message, comme tu disais. Enfin, il y a rien de grave. Tu vas pas mourir si tu t'envoies un post LinkedIn. Après, je dis ça, mais je suis la première à être victime de ce truc-là. Hein, mais c'est trop important de se dire, et au pire des cas, il y a quoi? Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas. Il faut apprendre à bien communiquer aussi, Ouais, tu je vois. suis Parce d'accord. que si t'envoies Ouais, un message ouais. LinkedIn et tu dis salut, je cherche une alternance, Ouais. je suis désolée, ton message ne sert à rien. Enfin, on n'est pas collègues, tu vois. Genre, Ouais, on se connaît complètement. pas. Bah là, pour le coup, je trouve que autant je suis pas trop dans l'IA et les trucs là, genre chat, etc. Mais autant utiliser ça pour le coup, pour essayer de t'aider à former le truc, même si bon, c'est important de faire les choses soi-même et de savoir écrire par soi-même, parce que si c'est un robot qui commence à écrire tous tes messages, tous tes trucs LinkedIn et tout, vas-y, flemme. Mais au moins pour essayer d'apprendre à communiquer correctement, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est la Gen Z qu'on doit parler comme des débiles en Des fait. fois, c'est un peu friendly, tu vois. Ouais. Et bon, ça reste un réseau professionnel. Exactement. Et je Tu trouve parles qu'il y a- pas sur LinkedIn comme tu parles sur Insta en fait. Ouais, vraiment. Et je trouve qu'il y a des gens. Même des fois, c'est des détails, mais déjà, l'approche, faut la travailler. Tu peux pas envoyer un pavé, parce que, en fait, peut-être après cette vidéo, il y a des gens qui vont envoyer des messages sur LinkedIn. L'idée, c'est de faire une première prise de contact. Je pense que c'est le premier truc. Bonjour, voilà, j'aime beaucoup votre profil, est-ce qu'on pourrait échanger? Je suis à la recherche d'opportunités. Si c'est bonjour, un tel est copié-collé, bonjour, je suis à la recherche d'un stage, non, c'est mort. En fait, je pense qu'il faut apprendre à faire les choses, genre, et ça c'est encore une fois sur ce que tu as dit, hiérarchiser les choses. Peut-être t'es pressé, t'as besoin d'une alternance tout de suite, mais en fait, tu vas faire fuir la personne en envoyant directement ton CV, ton truc. Fais d'abord une tentative d'approche, voir comment, si la personne te répond, etc. S'adapter à l'interlocuteur. Vraiment. Vraiment Hyper s'adapter important. à l'interlocuteur. Moi, je l'ai vécu à mon échelle, vraiment toute petite, quand j'étais au PFC et on recevait des demandes de stage, demandes d'alternance, etc. J'ai vu des trucs, et c'est des gens avec qui j'ai genre 4 ans d'écart, genre 3, 4, 5 ans max, tu vois. Et je me suis dit, mais ils ont appris à écrire où? Mais pas dans le sens faute d'orthographe, dans le sens où tu écris à potentiellement ton futur employeur, et t'écris d'une façon, bah comme tu dis, soit il y a un copier-coller, et en fait, bah moi, la façon dont je le prends, c'est en fait, t'as envoyé ça aux 50 clubs qui existent en France, donc pourquoi en plus, encore plus nous, à la com, pourquoi on prendrait un gars qui fait un copier-coller de tout, et qui cherche même pas à faire un truc un peu créatif, tu vois. Ouais, vraiment. Mais faut prendre en compte le fait qu'on ne demande pas d'écrire sincère salutation, hein, évidemment, mais que le respect que tu as envers toi-même, c'est aussi ce que tu vas pondre auprès des autres. La façon dont tu vas t'adresser aux autres, c'est aussi la façon dont tu vas prendre en compte l'interlocuteur, et cette relation humaine, elle est hyper importante. Même si tu connais pas la personne, elle est hyper importante. Et ça se trouve, en face, il en a rien à secouer. Ça se trouve, si tu lui parles mal, il s'en fout. Si tu lui parles bien, il s'en fout. Mais c'est important, toi, en tant que personne qui a besoin, de savoir aussi s'exprimer correctement et d'adapter aussi ton texte et tes mots à la personne à qui tu vas parler. On est en cours de com là. Ouais, de ouf. Adapter son message à De sa ouf. cible. En cours de com d'une meuf qui a jamais fait de cours de com. Arrête. Non, mais c'est trop important. Moi, après, c'est un peu comme toi, je pense. Moi, je parle avec mon expérience, tu vois. Et c'est ça aussi que ce que j'ai kiffé au PFC, c'est que, en vrai, on faisait tellement beaucoup de choses que du coup, tu touches à tout et tu te retrouves à recevoir des CV, alors que dans un truc où il y avait peut-être un peu plus de structure, moi, j'aurais jamais reçu de CV, tu vois. Mais du coup, c'est trop intéressant de voir comment. Bah, en fait, c'est l'envers du décor de quand Ouais. toi t'envoyais et de Ouais, maintenant c'est j'ai toi capté. qui reçois. Ouais, vraiment. Et t'es en mode. Ah ouais, en fait, il y a des. Je pense qu'il y a des recruteurs. Nous, on est là en mode ouais, ça recrute pas et tout, mais les recruteurs, ils doivent recevoir des trucs. Non, vraiment. Tu te dis, mais mettez-y un peu d'effort. Tu vois, fais un peu d'effort. Mais voilà, quoi, c'est. Les saluts, tout ça. Moi, je trouve il y a des gens, même sur Instagram, hein, on dit LinkedIn, c'est un réseau pro. Il y a des Instagram, c'est pro. Moi, j'ai un Instagram pro. Un peu lifestyle et tout, mais genre, les gens qui m'envoient des candidatures dessus, salut, c'est pas parce que j'ai l'air abordable que tu vois, imagine, je recrute, c'est pas avec ton salut que, tu vois, je vais t'engager. Il faut quand même garder, tu peux avoir un ton un peu plus léger, mais genre, il faut quand même, tu vois, avoir un minimum de respect, tu vois, pour la personne. Bien sûr. Bah, en fait, il y a des formes de politesse qui sont un peu générales. C'est pas en fait, c'est pas mettre une distance, c'est juste
au départ, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas des règles non plus qui sont hyper dures à assimiler. Et je pense que là, tu viens de mentionner Insta et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le fait de te mettre en avant sur Insta, je pense que ça donne la légitimité à certaines personnes de se dire oh, mais je la vois tous les jours sur Insta, elle parle en mode chill et tout, donc je peux lui envoyer salut, ça va, j'aimerais t'envoyer mon CV. Non, en fait, non, il faut savoir garder une distance. Quand c'est sur les réseaux sociaux, si c'est pas ton pote, c'est pas ton pote. Et si tu recherches une opportunité professionnelle, il faut que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui recherche vraiment. une opportunité professionnelle. Je pense que la personne a beau être hyper abordable, tu vois, genre, je suis sur les réseaux et tout. En fait, on peut parler, il n'y a pas de problème, mais si tu veux candidater auprès de moi, je recrute pas déjà, mais si tu veux candidater auprès de moi, Disclaimer. Faut mettre les formes, tu vois. Genre, moi, je reçois des saluts, ma belle. Ça, Ah ouais. je suis désolée, ça, Non, ça, le message, j'ouvre même pas. Je suis désolée, ça, je c'est peux pour pas. un autre thème, ça, c'est pas pour... Non, mais ça, genre, ça, je peux pas. Genre, Non, je déteste. Et moi, si je vois que ton truc, c'est trop friendly, en mode salut, je voulais savoir, est-ce que tu peux me recruter, machin, tu peux me donner tes contacts. Moi, direct, si je vois que ton message est un petit peu trop friendly, je recadre, bonjour. Pourtant, moi, je suis déjà grave chill. Mais tu vois, il y a quand même un minimum de. Ouais. On n'est pas collègues, tu vois. Genre, je veux bien être hyper abordable, aider les gens et tout, mais tu veux que je te recrute, respecte-moi un minimum, genre. Non, Si non, c'est je pas suis la foire, vas-y. En fait, c'est pas parce que t'as l'air chill et que t'as l'air hyper accessible Que je suis pas sérieuse ni rigoureuse, tu vois. Exactement. Parce que je pense que si t'envoies un message de recrutement au PDG d'une entreprise, tu vas pas lui parler comme ça. Bah oui. Alors que pourtant, tu recherches la même chose. Tu recherches à être recruté pour un stage, pour peu importe, tu vois. Donc à partir du moment où il y a ce truc-là de vouloir saisir une opportunité professionnelle, je pense qu'il y a un langage et une tenue à avoir. Et après bah, si vous faites copain-copain, bah là c'est chill, tu vois. Ouais, bah oui. Après, moi, je pense que le fait que j'essaye de vulgariser un peu l'événementiel, tu vois, avec des termes qui soient simples, de montrer vraiment les trucs, ça crée bien sûr une image un peu cool, chill et tout. Mais je pense qu'il y a quand même des cadres, tu vois, qu'il faut Bien garder sûr. dans certaines mesures. Et c'est ça que je trouve Donc, intéressant aussi, qui est super important pour moi, c'est qu'en fait, t'as ta personnalité, parce que en fait, t'es juste une meuf chill de base. Mais par contre, quand il s'agit de taffer, on taffe, tu vois. Ouais, bah oui, là, pour le coup, moi, il n'y a pas de... En fait, je peux être hyper cool et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais le travail, c'est le travail. Et si tu veux que je te prenne sur un événement, en stage, en bénévole et tout, mais que t'es pas sérieux, tu viens en retard, sous prétexte que, vas-y, je la suis sur les réseaux, elle a l'air cool, ah, bah, on va pas s'entendre. Parce que moi, genre, sur le taf, et les gens qui travaillent avec moi, ils savent, je suis carré de ouf. Il y a pas de... Justement, tu arrives pas à gravir les échelons si t'es bancal, tu vois. Bien sûr. Et donc, ça, forcément, tu vois pas ce côté-là. Parce que bah, je peux pas me filmer moi-même tout le temps, tu vois. Mais en fait, si t'es pas sérieux, c'est pas la peine de dire à faire moi. Mais c'est surtout ça qui te forge aussi en tant que personne. Ouais, non, Parce que quand t'as pas la chance d'être pistonné ou peu importe, il faut te forger ta personnalité et ton caractère. Et si tu rigoles avec tout le monde, tu te rends compte l'image que tu donnes et tout. Ouais, non, tu vraiment. peux pas. Je pense que c'est pas possible. Et je pense que c'est un état d'esprit et c'est aussi, comment dire, une personnalité dont t'as besoin pour pouvoir avancer aussi dans ton taf. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça fait une très bonne transition avec notre dernier thème, qui va être la transmission. Parce que du coup, bah, tu fais pas mal de missions, etc. Tu travailles énormément avec des personnes. T'es surtout dans le relationnel, t'as des équipes, etc. sur certains événements. Depuis pas très très longtemps, tu donnes des cours. Ouais. Est-ce que la transmission pour toi, sachant que t'as que 30 ans, que 29 ans 29. Ouais, que 29 ans. Tu n'as que 29 ans. Comment ça se fait que la transmission, ce soit déjà quelque chose d'hyper important pour toi ? En vrai, ça a toujours été. Hein. Enfin, j'ai toujours voulu le faire, en tout cas. Dans le sens où moi, quand j'ai voulu intégrer l'événementiel, j'avais personne à qui me fier, tu vois. J'avais pas d'exemple où je pouvais pas regarder des contenus ou quoi, ou me dire, ok, vas-y, trop cool. Genre, j'aime bien ce taf-là. Quand j'ai voulu découvrir l'événementiel, j'ai dû galérer et découvrir tous les trucs par moi-même. Et du coup, je me suis dit, si moi, ce que je fais, ça peut aider, si je galère pour que ça puisse aider les autres, que ça leur évite de galérer comme moi j'ai galéré, tu vois pourquoi j'ai m'en privé. Surtout que moi, en plus, j'ai un frère et une sœur qui sont dans le même secteur que moi, tu vois, marketing sportif et événementiel sportif. Du coup, j'étais encore plus soucieuse de me dire, ça peut les aider, tu vois. Genre de vraiment montrer un peu ces côtés-là, de transmettre, de donner, de conseiller, tu vois. Maintenant, j'essaie de le faire de différentes manières. La première, c'était avec mes réseaux, en faisant des contenus. Après, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de questions et que mon temps, lui, se réduisait parce que j'avais plus d'opportunités à côté. Du coup, je me suis dit, bon, bah, faut trouver un autre modèle qui puisse me permettre d'aider. Et donc, du coup, j'ai commencé à mettre en place différents trucs, genre des e-books, tu vois, pour aussi commencer à valoriser aussi mes compétences, tu vois, de manière rémunérée, tout simplement. Qui est toujours disponible ? Non.
Ah, autant pour moi. J'en ai plus. Il y en a plus. J'ai fait des e-books, genre spécialement pour les Jeux Olympiques, tu vois, pour trouver des opportunités et tout. Après, j'ai commencé à mettre en place des coachings. Ok. Ça encore, je me sentais pas forcément très légitime, donc j'ai pas forcément très poussé, pas énormément mis en avant. Mais je vais le remettre parce que je reçois beaucoup de DM et que j'ai plus forcément le temps. En fait, je suis obligée de prioriser maintenant que j'ai des responsabilités financières, de prioriser des contrats rémunérés. Et donc, je peux pas donner autant de temps bénévolement que je voudrais, enfin, par rapport à avant. Et autre projet que j'ai développé aussi autour de ça, c'était du coup les interventions dans les écoles. J'ai commencé l'année dernière, mais c'était vraiment plus disparate. Il n'y avait pas vraiment énormément de cours. Mais comment c'est venu? Enfin, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, tu te dis, bon, je vais donner des cours dans des écoles, quoi. C'est un peu ça. En vrai, je crois que la première fois, c'est une école qui m'a appelé. Elle m'a Ok. dit, ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout. Je suis un peu sur LinkedIn, tout ça, machin. Est-ce que vous voudriez intervenir dans mon école? Moi, au début, j'étais là. Moi, je suis timide, donc non, laissez-moi faire mon truc sur mes réseaux, je maîtrise mon image, tu vois. Il y a personne qui me juge ou quoi. Moi, déjà en classe à l'époque, j'étais la dernière à passer à l'oral, tu vois. Ouais. Donc là, voilà. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai tenté. Et en vrai, j'ai bien aimé l'expérience. L'école a coulé, malheureusement. J'ai jamais été payée, mais Mince. tu vois, faut toujours voir le côté positif. J'ai jamais été payée, mais ça m'a permis de me forger et de me dire, ok, je me Ouais. fais la main, tu vois. Et après, j'ai eu d'autres opportunités sur une autre école, je pense la tienne. Euh, euh, Jalice. et après, ça s'est développé comme ça. Et moi, mes cours, en fait, je sais pas si c'est vraiment des cours en réalité. Moi, les élèves, ils me disent à chaque fois que mes cours, c'est leur préféré. Et désolé pour les autres profs. Je dis juste la vérité, sans prétention. Mais en fait, je pense que mes cours, ils sont différents parce que moi, j'avais des problèmes de concentration à l'école. Ça me saoulait un peu, tu vois, genre de subir de la théorie pendant des heures et des heures. Et du coup, j'essaie de. La plupart, ils sont en alternance. Donc, ils ont une journée de cours, tu vois, par semaine, ou une semaine de cours dans le mois. Et j'essaie d'avoir un format qui soit un peu stimulant, tu vois, interactif. Et du coup, nous, on fait des jeux, on fait des trucs de ouf. J'essaie c'est de ouf. faire intégrer la théorie avec de manière ludique. En Tu fait, t'apprends de ce que toi, t'as pas eu, enfin, de vois. Ouais, toi, ce qui te frustrait en cours. Et ben là, aujourd'hui, t'essayes de justement le remixer pour pouvoir faire un truc de ouf. quali Genre, avec les tu élèves. vois, il y a une partie un peu théorie où je parle un peu et j'essaye de. Vraiment, j'ai fait un post LinkedIn sur ça aujourd'hui. Genre, quand vraiment. Comme là. Genre, quand je suis en cours, je me prends pour une présentatrice télé. Genre, j'essaye pas de lire mes notes, tu vois. Genre, même c'est un respect pour les élèves, c'est de se dire, je maîtrise mon sujet. Donc, je connais, j'ai pas mes notes et tout, je suis là. Du coup, les gars, là, le cas du FC Versailles, le cas du Paris FC, et on parle comme ça et Ouais. tout. Et même pour eux, je pense que c'est un peu plus stimulant plutôt qu'être une personne qui est accrochée derrière ses fiches, tu vois, comme ça. Et après, on fait des jeux, mais non, moi je fais des trucs de ouf. On a fait un undercover de l'événementiel la dernière fois, on a fait un loup-garou et tout. On fait des jeux et genre, ça leur permet d'assimiler de manière un peu plus ludique, tu vois, des trucs théoriques. Je sais qu'ils vont jamais réviser, c'est genre, parle pendant 3h30, Ouais. tu vois, de Mais parce qu'en fait, sujet. toi, t'es connecté à cette réalité. Parce que ces jeunes-là, en vrai, ils sont en études. Ouais. Donc, ils sont pas si loin de toi en termes Ouais, non, d'âge. vraiment. Et je pense que le fait que tu sois connecté à cette réalité et que ce soit bah, limite des cours que toi-même t'aurais pu suivre, et bah je pense que c'est ça aussi qui fait le truc. Je pense que les élèves ils se disent ah ouais c'est pas en fait déjà c'est pas une prof Ouais, dans un premier temps. moi j'essaye de casser le truc où Ouais. vraiment en mode chill, en mode vous pouvez m'appeler par mon prénom. La plupart des élèves on se voit 10 heures, tu vois, dans l'année. Donc appelez-moi Cassandre, vous pouvez me tutoyer, y a pas de problème. Franchement, on a peut-être 5 ans d'écart. Moi j'essaye. En fait, moi je me dis je vais être moins stressée et eux ils vont être moins stressés pour participer si on crée une safe place, tu vois. Donc le premier Ouais. truc c'est vraiment briser la glace avec des petits jeux, machin et tout. Et de créer vraiment ce sentiment où tout le monde se sent à sa place, genre chill. Ouais. Et moi, je me rappelle, le premier cours avec une nouvelle école encore dans laquelle j'interviens, il y a un élève qui me dit ouais, madame, je vous le dis, je suis fatiguée. Cette semaine, ça a été dur pour moi, j'ai eu beaucoup de taf. Et moi, la plupart des cours que j'ai, c'est le vendredi, tu vois. Ouais. Vraiment fin de semaine et tout, le Relou matin, de fou. tôt. Et du coup, le mec est là, il dort à moitié, tu vois. Début du cours. Moi, je lui dis t'inquiète, y a pas de problème. Et je sais que, genre, il va pas dormir pendant mon cours. Et en fait, on fait des trucs, on fait des jeux, machin. Et moi, je m'assois sur les tables. Mais moi, franchement, genre, je pense que j'aurais kiffé avoir une prof comme moi. Genre, Bon bah du coup on repart. Ouais. On a été interrompu. interrompu par Allez, à du direct, partie 2. ouais aller à du direct partie 2 c'est bien on sonne jamais chez moi de base et là on vient me demander si c'est moi qui vends une cheminée sur le bon coin donc c'est génial. Du coup on va reprendre justement du coup sur la transmission et sur les cours et en plus bah tu disais justement que tu leur dis ouais vous pouvez me tutoyer vous pouvez m'appeler par mon prénom etc mais en fait ça revient au au post LinkedIn et au contact LinkedIn où tu dis en fait je suis chill parce que c'est ma personnalité parce que je suis comme ça et je fonctionne comme ça et je suis bien comme ça par contre il y a un cadre Ouais, vraiment. tu vois Genre, en plus, j'ai fait venir une intervenante dans mon cours la dernière fois, donc c'est une des filles qui est dans mon asso. Et
Et tu vois, elle m'a dit, genre, ça fait bizarre de te voir comme ça parce que t'es chill, mais genre, tu vois, quand je vois que ça parle un peu trop, oh les gars, calmez-vous, tu vois. Et t'es là en mode, tu sais, c'est bien parce que, genre, t'es autoritaire, mais d'un côté, genre, ça se voit qu'ils sont à l'aise avec toi, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est cool aussi d'avoir ce côté recul extérieur parce que moi, j'ai pas le recul sur ce que je fais. Et des fois, je me dis, peut-être c'est gênant. Je suis là, je m'assois sur la table et je leur dis, bon, bah les gars, je leur parle comme ça, bon, bah les gars, du coup. Ça va, ça avance, tu vois. Et je me dis peut-être que c'est gênant. En mode, la prof, elle est gênante, elle est là, pourquoi elle est assise sur la table, tu Eh, vois. tu vas finir sur TikTok dans des edits chelous. Mais je pense que pour moi, c'est important parce que je me dis, genre, ils sont pas là pour subir, ils sont là pour connaître le secteur. J'essaie de leur partager des anecdotes, tu vois, d'enrichir un peu les syllabus que les profs m'envoient, tu vois. Les syllabis que les profs m'envoient. C'est quoi ça? C'est en gros un déroulé du cours pour que ça réponde au programme, tu vois. Ok, L'idée, c'est d'accord. de quand même rester dans les clous, Ouais, bien sûr. mais de manière avec des formats qui sont un peu innovants. Et comme je disais, il y a un élève qui voulait dormir. Et on a fait tellement de jeux que je suis allée le voir, tu vois, à la fin du cours. Alors, t'as dormi? Ah non, franchement, madame, c'était trop bien et tout. Du coup, pour moi, c'est une vraie satisfaction de me dire, ça les stimule, ça les galvanise et tout. Et moi, tu vois, tu peux utiliser ton téléphone parce que le principe même de mon cours, c'est tu utilises ton téléphone pour faire des recherches, des machins, des trucs. Donc, il n'y a pas ce côté-là où t'as des élèves comme ça. Ouais. Tu vois, genre, Et tu leur tapes sur les doigts dès qu'ils sortent le téléphone. c'est pas mon rôle, je suis pas là pour, tu vois, je suis pas la maîtresse, tu vois, genre, je suis censée être là pour leur transmettre des compétences et qu'ils valident un programme sans les surcharger, sachant qu'ils ont déjà beaucoup de choses à gérer, tu vois, avec leur alternance pour ceux qui en ont trouvé. Ah, mais en fait, c'est trop intéressant parce que ça montre à quel point la façon dont tu agis et la façon dont tu les traites et la forme de respect que toi tu utilises, et bah eux automatiquement ils l'assimilent et automatiquement ils vont pas vouloir te décevoir, ils vont pas vouloir te manquer de respect, ils vont pas vouloir, et pourtant t'as pas besoin de leur taper dessus ou de leur crier dessus ou de quoi que ce soit. En fait c'est juste que tu parles le même langage qu'eux. Et je pense que ça te donne... Moi, je sais que j'étais grave comme ça, qu'à l'époque, quand la prof ou le prof était dans ce mood-là de je vais pas vous taper dessus, en fait, je vais pas vous crier dessus, t'as pas fait tes devoirs, en fait, c'est toi la première victime de pas avoir fait tes devoirs. Genre, moi, je m'en fiche, c'est pour que toi, tu puisses apprendre, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et bah, limite, t'as envie de te taper pour ces gens-là, tu vois. Non, vraiment, je suis grave investie pour mes élèves et bien sûr, j'ai des classes préférées et tout. En fait, quand les élèves ils participent, déjà, forcément, t'as tout le monde qui participe, mais tu sais, il y en a, des fois, ils traînent un peu la patte, tu vois. Il y en a d'autres qui sont vraiment, qui mettent de l'entrain et tout. Mais forcément, ça crée un peu des préférences, tu vois, dans les cursus. Mais... Et puis, t'as différents niveaux, tu vois. Par exemple, quand t'es un bachelor, moi, j'ai une classe de bachelor, bachelor deuxième année, si je me trompe pas. Non, troisième année, il y en a plein qui sortent de BTS, de DUT, et qui n'ont rien à voir avec, du coup, l'événementiel. Et du coup, ils redécouvrent. Et du coup, c'est un truc de ouf de se dire, en fait, censé être la troisième année du cursus de l'événementiel, mais du coup, ils ont aucune base. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire, là, je partage toutes mes anecdotes. Là où en master, ils ont bah, normalement 5 ans d'études derrière eux, peut-être 2 dans l'événementiel s'ils ont rejoint le cursus qu'en master 1. Et c'est différent aussi, mais genre, ils ont beaucoup plus de background derrière, tu vois. Et c'est aussi intéressant parce que ils ont aussi ce côté terrain. Et du coup, t'as l'impression de parler avec des professionnels de l'événementiel. Donc, c'est aussi hyper intéressant. Et en plus, tes profs, on va même plus énumérer tout ce que tu fais. Mais t'as aussi, comme tu l'as mentionné juste avant, t'as créé aussi ton asso, parce que c'est vrai que en fait, tu fais tellement rien, t'as tellement de temps à consacrer, que t'as aussi lancé ton asso qui s'appelle Leader. Et en plus, j'avais envie de le mentionner tout à l'heure, parce que j'avais envie de te dire justement ce que tu dépeins, c'est vraiment un comportement de leader. Et du coup, bah, c'est le cas du nom de ton asso. Bah, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui t'a fait? Parce que j'imagine que les prémices de cet asso, c'était le fait que tu rassembles les personnes, que t'as envie de transmettre, que... C'est quoi la genèse de ce projet? À la base, je suis même pas à l'origine de ce projet. Déjà, à Ah la ouais. base des bases, ouais, vraiment. C'est un truc qu'on a créé à plusieurs. Et l'idée, elle vient comment? Elle vient d'une fille qui s'appelle Inès, qui avait été une de mes bénévoles sur un événement. J'avais besoin, elle m'avait contacté, elle m'avait envoyé un message sur LinkedIn, comme quoi vraiment c'est important, un beau message bien écrit, en me disant que voilà, elle aimerait bien m'accompagner, tu vois, sur les événements. Alors, en l'occurrence, c'était pas possible sur la période en question, mais moi j'ai une très bonne mémoire. Donc les gens qui me la mettent à l'envers, qui viennent pas sur mes bénévolats, je retiens, sachez-le. Et donc, du coup, 1 an ou 1 an et demi plus tard et tout, j'ai l'occasion de la faire venir. Du coup, je lui dis, vas-y, viens si tu veux. Et en fait, elle vient. Et genre, elle sauve mon événement, genre, parce que j'ai une assistante qui en fout pas une. Et elle vient bénévolement. Et en fait, elle m'aide, genre, d'une manière incroyable. Et en fait, je lui dis, ok, pour la prochaine fois, pour l'autre événement, tu viens, tu seras rémunéré et on est en binôme, tu vois. Et en fait, vraiment, le feeling marche bien dans le sens où moi, je suis quelqu'un très speed, tu vois, qui peut être un peu stressé, et genre, je cours partout. Elle est très chill, tu vois. Et du coup, ça m'apaise dans les moments où, des fois, ça peut être le jeu, elle est là en mode, ok, viens, on se calme, on se pose 30 secondes. Et du coup, ça contrebalance, et en fait, ça crée une vraie synergie. Et du coup, elle m'appelle peut-être 1 ou 2 mois plus tard, sachant qu'on est en 2024.
après JO. Et elle me dit, bah là, tu vois, il se passe pas grand-chose. Je sais pas comment c'est pour toi l'activité et tout. Moi, je suis sur mes projets. Tu connais, j'ai 15 000 projets, donc je suis sur un... Merde, batterie faible. Pour reprendre, tu disais que avec Inès, vous avez réussi à trouver vraiment un équilibre, une synergie toutes les deux. Exactement. Et du coup, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai un projet peut-être à proposer. Je pense que genre t'es la meilleure personne qui pourrait m'accompagner sur ce projet. Tu me dis ce que t'en penses et si t'es chaud, on y va, tu vois. Et elle me dit, voilà, j'aimerais bien créer une espèce de communauté, un truc où les gens ils puissent... En fait, elle, quand elle a travaillé sur les JO, elle avait remarqué que chaque personne qui travaillait avec elle venait d'un pays étranger et avait tous un WhatsApp à eux de leur pays où dedans ils s'envoyaient des bons plans, des tips et tout ça. Et en fait, elle m'a dit, nous ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de truc d'entraide où on se partage des bons plans, etc. Est-ce que tu veux qu'on crée, tu vois, une espèce de communauté et tout? Et moi, sur le moment, je me dis, l'idée, elle est archi smart, mais j'ai trop de projets. Et moi, j'ai pas envie de me disperser. Donc au début, je suis là en mode, Mago, je sais pas. Et vas-y, je réfléchis. Moi, ça va très vite. 24 heures plus tard, je suis là, j'envoie un message, ok, c'est bon. T'as fait genre, non, je réfléchis, j'ai un planning chargé, je réfléchis. Que dalle. Non, mais vas-y, j'ai un projet qui s'est décalé. Du coup, je me suis dit, ok, vas-y, let's go. Et en fait, du coup, on s'est vu pendant peut-être un mois et on a structuré le truc vraiment. Savoir quelle direction on voulait donner au projet, tout ça. Parce que, bah, en fait, on voulait pas faire des trucs n'importe comment. On a fait appel à 5 profils pour nous aider, tu vois, sur différentes thématiques, le mentorat, la communication, pour vraiment structurer le truc un peu comme une agence, tu vois. Agence un peu de staffing. Mais ouvert à tous, tu vois, un truc hyper inclusif. Là où, tu vois, des femmes qui sont invisibilisées ou des personnes racisées puissent se retrouver, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que Leader est né. Alors, on a commencé à travailler dessus avec les filles qu'on a sélectionnées en décembre et c'est né officiellement en février, administrativement parlant. Et depuis... Vous êtes officiellement une asso reconnue? On est officiellement une asso. Reconnue, je sais pas, mais le projet se développe bien. On a eu l'occasion de créer notre propre événement, tu vois, la Leader Cup, qui est un événement de foot féminin, pour mettre en avant cet écosystème du football féminin qui me tenait beaucoup à cœur. Et je sais pas ce que sera la Leader Cup édition 2 l'année prochaine, peut-être que ce sera sur le basket, sur un autre sport ou quoi. Ah oui, donc c'est pas que le foot, quoi. C'est ça. C'est en quelque fait, chose où vous... nous, on est animés par tous les sports et l'idée c'est que chacune porte un peu un projet, tu vois. Okay. Et moi là, j'ai voulu porter ce projet-là. L'idée c'est que la Leader Cup 2, quelqu'un d'autre la porte. Si c'est en 2026, ça se trouve ce sera peut-être même en 2027, on sait pas. Il faut qu'on ait un peu plus de visibilité sur l'emploi du temps, mais l'idée c'est de faire ça. Et on essaye de permettre au plus de personnes possible de rejoindre l'événementiel de la bonne manière. Avec une espèce de sororité d'entraide, même si, quand je dis sororité, ça fait un peu accès féminin, on est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, ce soir, on a même un shooting photo avec des jeunes hommes pour montrer que Leader est aussi ouvert aux hommes. Ouais. Oui, parce que c'est lead her. Donc on peut penser que c'est pas ouvert, mais... En fait, c'est pour montrer le management des femmes. Qu'on est capable de gérer des équipes, nos capacités, nous, en tant que leaders, pour incarner vraiment ce mot-là. Et après, la communauté, elle s'intègre dans tout ça, tu vois. Oui, ça veut pas dire que c'est fermé à quelqu'un, c'est juste que ça met en avant quelqu'un. Enfin, ça met exactement. en avant les femmes racisées, celles qui sont invisibilisées. Et j'imagine tous les types de femmes, toutes les femmes... voilà. Mais du coup, imaginons, comment est-ce que ça fonctionne? Imaginons, je suis une personne qui se lance en free et tout, et je suis un peu perdue dans l'événementiel. Comment est-ce que j'accède à Leader? Comment est-ce que ça se passe, tu vois? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un canal WhatsApp. Donc, tous les gens qui nous suivent sur les réseaux, on leur dit de rejoindre ce canal. Dans ce canal-là, tous les lundis, on envoie des bons plans, tu vois. Donc, type, je sais pas moi, tel salon, il faut aller à tel salon sur Paris ou tel salon sur Bordeaux, tel événement à ne pas louper. Donc, on essaye de recenser un peu, tu vois, les trucs qui peuvent faire la différence, tu vois, où tu peux faire un peu développer ton réseau, tes compétences. On propose des bénévolats aussi. Et nous, on considère que c'est des opportunités de bénévolat parce que vraiment, le bénévolat, pour nous, c'est l'essence même qui nous a réunis. On s'est tous rencontrés sur des bénévolats. On n'était pas potes à la base, c'est juste qu'on avait l'occasion de travailler ensemble et on savait que ça pouvait bien matcher, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, on s'est dit, vas-y, on va vraiment faire du bénévolat l'essence même de notre projet. Donc, on propose des opportunités de bénévolat. On a même la chance d'être contactés par des organisateurs d'événements pour leur trouver des bénévoles. Et on a développé un business model autour de ça pour garantir la pérennité du projet. Et notamment pouvoir organiser des workshops pour la communauté. Donc on en a organisé un. Donc c'est des ateliers où les bénévoles la communauté a l'occasion de se former, tu vois, avec des intervenants sur des thématiques particulières, genre le personal branding, comment gérer son LinkedIn, comment trouver des clients, qu'est-ce que c'est qu'être en freelance. On essaie vraiment de donner aux autres ce qu'on nous on n'a pas eu. Là on a même mis en place un projet qui s'appelle En avant Milan pour pouvoir permettre à des personnes de la communauté de travailler sur les Jeux Olympiques d'hiver.
Ok. Au moment même où peut-être cette vidéo sortira, les gens seront déjà peut-être là-bas. Ok. On a déjà Incroyable. 3 personnes de la communauté qui sont déjà sur place, du collectif leader, et on a 3 personnes du collectif, et on a, je crois, 5 personnes de la communauté qui sont déjà parties là-bas. Quand tu dis Euh, collectif et communauté, c'est deux choses différentes? En fait, collectif, c'est les filles qui ont fondé, Ah, tu ok. vois, avec, on s'est fait renforcer par 3 personnes qu'on a accompagnées et qu'on a mentorées, qui sont les leaders. Et donc, du coup, maintenant, on est 10 officiellement structurés l'assaut. Et là, ensuite, il y a la communauté. Donc, la communauté qui, elle, est dans le canal WhatsApp. Ils sont plus de 800 aujourd'hui. Ah ouais, depuis février? Ouais. Oh, le truc de fou. Ouais, non, c'est Donc, fou. Et partout en tout le monde... France. Oh, wow, ok. Et il y a des gens même qui viennent de Réunion pour aller venir à nos workshops et tout, c'est un truc de ouf. Donc il Ok. y a beaucoup de gens qui sont à Lille, beaucoup de gens qui sont en PACA aussi. Après, on a un gros vivier en Île-de-France, mais c'est un peu splitté un peu partout. Et je pense que, ouais, en janvier, on sera plus de 1000, c'est sûr. Donc on essaye de pouvoir répondre aussi à cette demande-là. Et moi, ce que j'adore avec Leader, c'est que au-delà du côté, t'as déjà le côté où, à la base, quand t'es en freelance, tu travailles seul. Tu vois, genre, t'es chez toi, tu vas sur tes événements, t'as tes clients, mais genre, t'as plus ce collègue à qui tu vas raconter ta journée tout le temps, tu Tu vas vois. prendre ton fameux café. Ouais. Et ben, du coup, c'est dur. Et là, en fait, avec Leader, on a, je pense, 10 15 groupes WhatsApp en fonction des différentes thématiques. Ouais. Et en fait, on se parle fréquemment, limite tous les jours, sur différents sujets. Et en fait, ça a créé des affinités. Et du coup, t'as des personnes qui vivent la même chose que toi. Donc, tu sais, cette période où tu te dis, ok, j'ai peut-être pas de taf parce que je suis nul, tu vois. Et en fait, non, tu comprends que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'aller creuse. Et ça, tu le saurais pas si t'avais pas d'autres personnes qui vivaient la même chose. Oui, parce qu'en plus, quand t'es free, moi, je le découvre, hein, mais tu te remets tout le temps en question. Ouais, bah oui. En fait, dès qu'il y a une période, comme tu dis, comme il y a une période creuse, tu te remets tout le temps en question. Mais parce que quand t'étais en CDI, enfin, moi, pour ma part, peu importe que tu taffes à 2000% ou à 100%, bah, tu gagnes le même salaire. Donc, en vrai, on s'en fiche. Alors que là, on se dit, putain, période d'inactivité, là, je fais rien de la journée. Oh là là, je perds de Je te l'argent. jure, tu peu importe. culpabilises et tout, Ouais. c'est chaud, genre. Et du coup, même, on peut se soutenir dans les périodes où c'est un peu plus dur financièrement et même professionnellement parlant. Au contraire, quand on a des projets, et ben on essaye de se mettre les unes sur les autres dessus. Et du coup, c'est un réseau hyper fort, tu vois. Et c'est comme une famille en réalité. Donc forcément, il y a des embrouilles, mais d'un côté, il y a aussi des moments de joie, de partage. Et en vrai, c'est fou. Genre, on vit des trucs. On a eu l'occasion de travailler sur un événement Nike où plusieurs filles étaient en freelance, d'autres étaient bénévoles et tout. Et on a fait venir la communauté en renfort en tant que bénévole parce qu'on nous l'avait demandé. Et on a vécu un moment incroyable. Genre, on a tous eu des dotations. Les gens, ils ont vu vraiment les coulisses d'un événement Nike. Là où nous, certaines, dans le collectif, on a l'occasion d'être chef de projet. Là, on a permis à d'autres filles de comprendre vraiment ce que nous, on fait. Et à la communauté de pouvoir être immergée dans des événements qui sont pas forcément accessibles à tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, c'est un truc de ouf. Donc, t'as ce côté-là vraiment où t'as un peu des sœurs avec qui tu peux partager des moments. Et t'as le côté où, moi, j'avais mes réseaux où je partageais des conseils, mais c'était un peu abstrait. Là où là, c'est très concret. J'ai des gens qui viennent me voir face à face, qui viennent nous voir sur nos ateliers pour vous demander des conseils. Et tu vois clairement la concrétisation, en fait, de ton accompagnement. Donc c'est ouf, en vrai. Non, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, bah, je trouve que c'est parfait pour bah, conclure un peu ce premier épisode de podcast. Je trouve que ça a été hyper enrichissant. J'avoue que je partage énormément des valeurs que t'as pu mentionner et dans l'éthique et dans le travail, dans le sérieux, dans la discipline, dans la relation humaine, dans le respect mutuel, etc. Et c'est pour ça qu'encore une fois, vraiment merci pour ce premier épisode parce que tu sais quoi, il s'est passé. Enfin, je trouve qu'il a été encore mieux que ce que je pouvais l'imaginer. Ah ouais? Parce que tu vois, je stressais pas mal. Enfin, je stressais pas, j'appréhendais de pas réussir à peut-être créer le lien, etc. Et en fait, j'ai senti, je pense, tu me dis hein, si c'est pas le cas, mais j'ai senti que t'avais l'air à l'aise de raconter un peu ton histoire et de dire ce que t'avais envie de dire. Ben, je trouve que déjà merci de m'avoir accueilli. En vrai, c'était très cool et je pense que j'aurais pu continuer à en parler pendant des heures. Oh bah Dieu seul le sait. Et non, en vrai, je pense que c'était hyper cool parce que t'as aussi trouvé cette facilité pour me mettre à l'aise et pour me poser des questions là où, tu sais, des moments où j'avais du mal à forcément exprimer ce que je voulais dire parce que dans ma tête, il y a 15 000 choses. Ça se voit, il se passe trop de trucs dans ton cerveau. Je comprends, Ça je va suis trop pareil. vite. Mais ça se voit, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et c'est cool de pouvoir être dans un endroit où on peut avoir cette liberté de pouvoir dire ce qu'on pense sans avoir peur d'être jugé. Donc, je pense que ce podcast est fait pour ça aussi. Et du coup, c'est un plaisir de pouvoir m'exprimer librement et même parler de choses que j'ai pas eu l'occasion de faire sur mes réseaux, sur ma vie un peu perso, privée, etc. Ouais. Bah, en tout cas, j'espère que ça va te donner de la visibilité surtout. Parce que franchement, ton taf, il est incroyable. C'est même pas une question de mérite parce que pour moi, ça, c'est indéniable, tu vois. Mais c'est surtout si ça peut te donner de la visibilité déjà à mon échelle. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des... Tu peux juste nous donner tes réseaux pour qu'on puisse te suivre? Alors, sur TikTok, c'est Broadcast. Donc, BR
On va faire apparaître à l'écran. Broadcast. Parce que t'as vu, on est des youtubeurs et Vas-y, tout, tu vois. vas-y. Du coup, c'est broadcast, pas de tiret, rien, pas de majuscule, clair. Et sur Instagram, quand je me suis fait pirater, j'ai dû changer un peu le nom. C'est BRD-cast pour garder un peu le broadcast. Mais en vrai, ça va, la communauté commence à revenir, tu vois, doucement sur Insta. Donc bientôt, on est au cap des 1000. Je vais bientôt réattendre le palier que j'avais perdu. J'espère au moment où elle sera publiée, t'auras passé ce palier quand même. Ouais, il m'en manque pas beaucoup là. Et sur TikTok, je crois qu'on est bientôt 10 000. Hein. Donc en vrai, ça va vite. Ça va très vite. Excusez-moi. Ouais, ça va vite. Et Ouais. en étant toi-même en plus. Ouais, Genre, on essaye. en étant réel dans ton vrai dans ton contenu. Bah écoute, pour terminer, j'aimerais te demander si y a un truc que t'aimerais garder de cet échange ou un truc que tu voudrais ressouligner. Non, je pense que c'est la première fois que je le dis, donc ça fait plaisir de me sentir aussi libre, tu vois, de pouvoir le faire. C'est un truc que j'apprenais un peu, c'est de se dire que, je l'ai déjà dit, en fait, je trouve que c'est facile de dire, je suis passé par là, une fois qu'on a fini de vivre, tu vois, ce truc-là. Donc typiquement avec le service civique, c'était facile pour moi de me dire, ok, regardez, j'ai fait un service civique, regardez où j'en suis. Quand j'étais dans ce service civique-là, je faisais pas ça, tu vois. Et là, du coup, aujourd'hui, il y a des périodes qui sont creuses, et dans ce podcast, j'ai pas eu peur, tu vois, de dire, ok, bah en fait, là, dans les périodes creuses, tu vois, je fais aussi de l'intérim, tu vois, pour pouvoir cumuler. Et du coup, je ne vis pas à 100%, tu vois, de mon activité parce que bah, on est dans une année qui est un peu plus moins importante que les autres en termes d'événements, moins riche. Et ça, c'est un truc que j'avais encore du mal, tu vois, à assumer et tout sur mes réseaux parce que forcément, les gens attendent toujours que je sois sur les événements les plus ouf. Et je trouve que j'ai réussi à le faire, donc ça me fait plaisir. Donc merci de m'avoir mis aussi à l'aise pour me sentir en confiance, pour pouvoir communiquer. Alors que sur mes propres réseaux, je ne l'ai pas encore fait, tu vois. Ouais, c'est pas grave, moi je suis là pour ça. C'est la plateforme, comme ça tu peux te dédouaner et te déresponsabiliser comme un bénévole. Te déresponsabiliser, il y a aucun problème. Ok, bah, trop bien. Bah écoute, Cassandre, je te souhaite le meilleur pour la suite. De toute façon, nous on reste en contact, hein, soyez pas jaloux. Mais voilà, je te donne de la force de fou pour tes projets, Ouais, pour bah, ton merci. asso, surtout. Et j'ai juste hâte en fait de De toute façon, on continuer aura à l'occasion de suivre. collaborer, c'est sûr. Ah oui, prochainement, oui, ça c'est sûr. C'est sur sûr. des projets. Mais non, merci pour d'avoir créé tout ça. J'ai hâte de suivre du coup les prochains épisodes. Et non, franchement, je pense que c'est hyper important de se lancer. Carla a l'occasion de le faire, là, avec son podcast. Donc, si vous avez des projets, n'ayez pas peur de vous montrer créatif, d'aller au bout de vos projets, de croire en vous surtout. Les doutes, il faut les mettre pour plus tard. On les repousse, tant pis. Voilà. Parfait, merci.